Bienvenue dans Richissime, anciennement Budget Chéri, le podcast qui parle d'argent et de relations à l'argent de manière simple, décontractée et fun. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à libérer leur relation à l'argent pour accomplir de grandes choses dans leur vie. Ce podcast, c'est un kiff personnel, que vous êtes plus de 35 000 à écouter maintenant. Chaque mois, j'y partage tout ce que j'apprends quotidiennement sur l'argent depuis plusieurs années, seule ou évidemment en contact de mes invités. Ce sont des choses qu'on n'a pas l'occasion de trouver sur Google, notamment en faisant une simple recherche, parce que je parle de choses qu'on ressent, de ce qu'on croit ou de ce qu'on pense à propos de l'argent. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, je vous aide à comprendre ce qui coince pour vous, ce qui vous empêche d'aller là où vous voulez aller, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer ou de vous limiter. Et surtout, je vous partage les clés pour transformer votre vie, comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, c'est tout simplement Richissime Podcast, pour poser votre question aux invités en avant-première avant les enregistrements, pour des exclus sur le podcast, des partages personnels que je fais régulièrement. C'est aussi sur Instagram que je présente toutes les offres, toutes les masterclass, tous les nouveaux programmes que je lance tous les mois. Et c'est évidemment le meilleur endroit pour me parler en privé. Aujourd'hui, je reçois Insaf El Hassini dans le podcast. Insaf est avocate de formation et juriste financière. Elle est surtout connue pour être une activiste engagée en faveur de l'égalité salariale, notamment en tant que directrice de l'organisation Lean in France. Elle est aussi formatrice en négociation salariale et créatrice du podcast Ma Juste Valeur, dans lequel elle parle notamment des femmes et de leur relation à l'argent. En préparant l'épisode, j'avais dit à Insaf, bon, on parle de négociation salariale, ok, mais pour les femmes et aussi pour les hommes. Comme si dans ma tête, il n'y avait pas vraiment de différence entre négocier son salaire quand on est une femme et quand on est un homme. Donc, on a parlé de négociation salariale pour les femmes et pour les hommes dans cet épisode, mais pas de la manière dont j'avais imaginé, parce que ce que j'ai découvert grâce à Insaf pendant l'épisode, c'est que ce n'est pas pareil de parler d'argent en entreprise et de négocier son salaire quand on est une femme et quand on est un homme. Je dois vous dire que je ne suis pas vraiment féministe et donc ces sujets-là, je n'y suis pas très sensible. Je suis même souvent gênée qu'on traite des problèmes qui pour moi sont des problèmes de société par le prisme du genre. Donc cette conversation m'a réellement éveillée. Je crois qu'on peut dire qu'elle m'a fait grandir sur ces sujets-là. Je ne pense pas pouvoir dire que je suis féministe encore aujourd'hui, mais en tout cas, j'ai appris énormément de choses. Voici un échantillon des questions que notamment j'ai posées à Insaf. Les inégalités salariales sont-elles un problème politique, un problème d'entreprise ou un problème de genre ? Pourquoi la négociation salariale est-elle biaisée en fonction du genre ? Comment détermine-t-on sa juste valeur sur le marché du travail ? Et doit-on crier plus fort pour se faire entendre, justement quand on est une femme en entreprise? Que vous soyez homme ou femme, cet épisode va vous concerner, va vous intéresser et va vous aider à mieux négocier votre rémunération et aussi à ouvrir les yeux sur les jeux d'entreprise et comment les utiliser à votre avantage. Sur ce, je vous souhaite une bonne écoute et vous retrouve à la fin de l'épisode. Salut Insaf! Bonjour Delphine! Bon, pour la petite histoire, on vient de faire 15 minutes d'enregistrement sans enregistrer. On est chaud patate, on recommence pour vous dès le début. Comment ça va Insaf? Écoute, ça va super, comme on dit, la répétition fixe la notion. Formidable! Bon, alors, je viens de te présenter en intro aux auditeurs. Bon, on vient de se présenter aussi, mais c'est pas, on oublie tout ce qui vient de se passer ces 15 dernières minutes. Et la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment est-ce que toi tu te présentes? Parce que tu fais plein de choses et c'est toujours un peu délicat quand on fait plein de choses. En plus, quand toutes ces choses qu'on fait sont peu ou pas compréhensibles de la plupart des gens, tu vois, t'es pas genre boucher, coiffeuse, voilà, c'est que des trucs, on se crée nos vies, hein, toi comme moi. Et du coup, comment est-ce que toi tu te présentes? Alors, je suis avocate de formation, juriste financier, experte en égalité salariale
experte en négociation de rémunération. Je suis également présidente de l'association féministe d'empouvoirment féminin Lean in France. Et par ailleurs, je suis également podcasteuse puisque j'anime un podcast qui s'appelle Ma Juste Valeur, qui a pour vocation de libérer les tabous sur les femmes, l'argent et surtout leur rémunération, parce qu'on parle beaucoup d'égalité salariale. Et puis, je suis aussi formatrice puisque j'ai des formations en ligne sur la négociation de rémunération. Et aussi, on doit le dire, je suis ravie d'être maman depuis peu et d'être l'épouse d'un homme que j'adore et que j'aime. Voilà. Formidable. Tous les rôles de ta vie. Tous les rôles de ma vie. Nous, dans cet épisode, j'ai choisi la négociation salariale. On va parler négociation salariale. Alors, on va en parler toujours, ne vous étonnez pas, avec un accent, effectivement. On va peut-être un petit peu plus parler aux femmes. Moi, j'ai l'intention quand même que cet épisode puisse aussi servir aux hommes. Il y a pas de raison. Mais voilà, il y a peut-être... nous, les femmes, statistiquement en tout cas, on est... peut-être moins armés, plus désavantagés, et on en reparlera. Donc, c'est aussi pour ça que tu en as fait un combat militant dans ta vie. Mais avant ça, je te pose la question que je pose à presque à tous mes invités. D'où viens-tu? Dans quel environnement as-tu grandi? Que peux-tu nous dire de ta vie passée? Alors, moi, je suis née, j'ai grandi à Lyon. Je suis issue d'une famille d'origine italo-tunisienne. Donc qui est très ancré dans la culture méditerranéenne, maghrébine, italienne. Voilà, vous faites c'est un peu un cocktail de tout ça qui est explosif et qui est génial. J'ai la chance d'avoir grandi aussi dans un foyer avec des parents qui étaient très aimants. Ils ont vraiment, c'est vraiment ce que je retiens de mon enfance, une enfance hyper heureuse avec des parents aimants qui m'ont toujours poussée à faire ce que je voulais et qui m'ont jamais dit que quelque chose était impossible en fait. Surtout mon père. Mon père est un ancien boxeur, donc il m'a élevé avec le goût de l'effort, le goût du travail bien accompli, d'aller chercher l'excellence, vraiment de devenir une meilleure de moi-même et de ne jamais m'arrêter tant que j'atteignais pas cet objectif quelque part. Et il était également très féministe parce que mon père est né en 1937. Donc, comme je l'ai dit, il est italo-tunisien et voilà, cette culture méditerranéenne pour un homme de son âge et à son époque était pas vraiment féministe. Et lui, il m'a élevée avec mon frère et ma sœur. Il n'a jamais fait de différence entre nous et il a vraiment insisté pour que surtout ma sœur et moi, on soit des femmes indépendantes, mais indépendantes émotionnellement et aussi financièrement. D'ailleurs, à ce propos, en écoutant une des nombreuses interviews que tu as données pour préparer cet épisode, tu as raconté un épisode de ta vie, ou peut-être plus de ta vie et de sa vie qui l'a marqué. Et c'est, je crois, concernant ta cousine, sa nièce, qui a connu un épisode de sa vie douloureux, romantiquement et financièrement. Et est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Mon père, est issu d'une fratrie de 3. Il y a 2 filles et lui, c'était le 3e, le petit dernier. Et en fait, sa deuxième sœur, paix à son âme parce qu'elle est décédée maintenant, c'était une femme d'affaires formidable et incroyable. Elle est née en 1931 en Tunisie. Je vous laisse imaginer ce que les femmes dans les années 50 avaient le droit de faire en Tunisie à l'époque. Et malgré cela, elle a réussi à devenir une entrepreneur à succès. Elle a vraiment bâti un empire dans la restauration et l'hôtellerie. Et du coup, quand elle est décédée, elle a laissé un certain héritage à tous ses enfants. Et une de ses filles a été chassée par un prédateur, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, qui s'est mis avec elle par intérêt. Et en fait, il l'a un peu dépouillé de tous ses biens parce qu'il a fait en sorte que, en s'appuyant un peu sur les conventions à l'époque morales, qui étaient d'acheter quelque chose avec l'argent de ta femme et de tout mettre au nom de ton mari. Voilà, il a fait cette opération-là où il lui a fait acheter plein de choses, plein de biens immobiliers, plein de biens mobiliers qu'il a mis à son nom. Et une fois qu'il avait vraiment pris tout ce qu'il avait à prendre, il l'a quitté.
Et du coup, ma cousine s'est retrouvée un peu une main devant, une main derrière, financièrement, parce que du coup, elle était vraiment en grande difficulté, mais surtout émotionnellement, parce que je te laisse imaginer ce que tu dois ressentir quand tu t'aperçois que la personne avec laquelle tu t'es mariée, avec laquelle tu as eu des enfants et avec laquelle tu as pensé mourir et faire toute ta vie, en fait, était là par intérêt et t'a utilisé vraiment comme un vulgaire, enfin, comme un objet, quoi. Et du coup, je pense pas qu'elle s'en est remise encore jusqu'à aujourd'hui. J'espère, mais je pense pas. En fait, ça a beaucoup marqué mon père. Et en fait, quand c'est arrivé, c'était dans les années 90. Et moi, j'avais une douzaine d'années. Et quand mon père a été au courant de l'histoire, il nous a convoqués dans le salon avec ma sœur et il nous a dit, écoutez, vous devez absolument bien travailler à l'école parce que vous devez avoir des métiers qui vous permettent de subvenir à vos besoins et vous ne devez jamais être dépendante économiquement d'un homme, que ce soit économiquement ou émotionnellement. Vous devez toujours maintenir une indépendance. On vit dans un monde où les femmes sont des proies et des proies faciles, d'autant plus quand elles ont de l'argent. Donc, il faut vraiment que vous fassiez attention toute votre vie. Et en fait, moi, ça m'a marqué. Ça a moins marqué ma sœur. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Et jusqu'à aujourd'hui, je mets toujours un point à être indépendante émotionnellement et financièrement, même si je suis mariée et que j'aime mon mari et qu'il n'y a aucun sujet de ce côté-là. Mais il est très important pour moi de me dire si un jour c'est toujours très important pour moi de me dire, de me construire des soupapes de sécurité, des coussins de sécurité, des plans B pour me dire que si un jour il y a quelque chose qui arrive, je pourrais me retourner émotionnellement et financièrement. Je trouve qu'il y a un truc intéressant dans ce que tu dis, c'est que c'est un discours que beaucoup de gens ont entendu. Tu dois être une femme indépendante financière, mais je trouve que on va pas jusqu'au bout de la démarche. Je trouve que ce qu'on ne dit pas assez, c'est que ta première intelligence financière, ta première indépendance financière, c'est justement ton intelligence financière. C'est pas juste d'avoir un métier et de gagner de l'argent, mais c'est aussi de pouvoir mettre de l'intelligence, d'avoir du savoir, en fait, sur comment le placer, comment le faire fructifier, ce qu'il y a dans un contrat de mariage, parce que ce qui a fait défaut à ta cousine, elle avait un certain patrimoine, mais c'était un manque total d'éducation sur la question des finances, en fait, qui fait que son choix à elle n'a été que... Alors, il y avait le poids de la culture aussi, j'imagine, mais en fait, elle n'avait pas le choix que de faire confiance, en fait. C'est-à-dire que quand tu ne sais pas et quand tu n'as pas de savoir financier, tu n'as pas le choix que de faire confiance à un mari, à un frère, à un père, à un banquier, à un conseiller, etc. Et de t'en remettre à d'autres pour te conseiller et te dire ce qui est mieux de faire avec l'argent qui est le tien, que ce soit du patrimoine ou que ce soit l'argent que tu gagnes en allant travailler. En fait, elle a surtout, moi, c'est comme ça que c'est ma lecture en tout cas, elle a abandonné son pouvoir et on peut retrouver ça dans l'éducation qu'on transmet aux femmes et aux filles. En fait, on leur dit que sur les questions d'argent, il faut qu'elles abandonnent leur pouvoir à quelqu'un d'autre. Donc, quand tu es une femme, après, tu as des degrés d'intensité en fonction de la culture et des biais de genre qui sont issus de cette culture, etc. Mais même si on circonscrit un peu notre analyse à la France, quand tu es une femme, tu abandonnes ton pouvoir quand il est question d'argent. Il faut pas que tu te mêles des questions d'argent parce que ça se fait pas dans la bouche d'une femme. Il faut pas trop qu'elle parle d'argent parce que sinon tu es rapidement considéré comme quelqu'un de vénal, quelqu'un d'intéressé. En fait, tu as un peu cette suspicion de vénalité qui, un peu comme une épée de Damoclès, tourne autour des femmes et on passe notre vie à essayer de prouver à la société, à notre conjoint, à notre employeur, à notre boucher, à notre boulanger, qu'en réalité, à nos amis, qu'en réalité, on n'est pas vénal. Et en fait, moi, et en faisant ça, en fait, on abandonne notre pouvoir parce que finalement, quand on va chez le banquier pour lui prouver qu'on n'est pas vénal, on va laisser notre mari parler des sujets d'argent et du taux d'emprunt et de X et de Y. Quand on est face à notre employeur, on abandonne notre pouvoir pour lui prouver qu'on n'est pas vénal en ne parlant pas des sujets de rémunération. Parce que finalement, qui on est pour déterminer quelle est notre valeur? Il faut pas le faire, ça se fait pas, c'est pas conventionnel de le faire, donc on abandonne ce pouvoir-là, etc. Et en fait, ça arrive jamais du jour au lendemain. Mais c'est des biais qu'on nous insuffle dès notre petite enfance ou qui font qu'aujourd'hui on devient des femmes
qui devons nous déconstruire totalement sur les sujets d'argent parce qu'en fait, on n'ose pas l'approcher, on en a peur. Et si on ose l'approcher et qu'on n'en a pas peur, quand on s'en approche et qu'on le vocalise, et ben tout de suite, il faut vraiment le faire avec des pincettes. Sinon, il y a toute la société et toutes les conventions morales qui nous tombent dessus. D'ailleurs, je te pose une question personnelle, mais est-ce que la conscience que tu as sur les sujets d'argent est arrivée après ta mise en couple avec ton compagnon ou avant? Ça fait une grande différence. Bien avant. Bien avant. Et est-ce que ce couple que tu as construit n'était pas différent des couples qu'il y avait avant de ce fait-là? Parce que, en fait, moi, je vois avec toutes les femmes qui viennent me voir, plus les femmes que les hommes, mais quand on rentre dans une relation avec... après avoir écouté le podcast, non, mais plus sérieusement, quand on se met en relation après avoir mis de la conscience sur les sujets liés à l'argent, les relations sont pas les mêmes. Quand on fait ça une fois que le couple est établi et que c'est pas une démarche de couple et qu'il y en a un qui s'y met et pas l'autre, ça malheureusement, en général, ça ajoute une complexité au couple qui est pas toujours la bienvenue et qui peut créer une énorme déstabilisation. Ben en fait, c'est normal parce que c'est toujours très compliqué de renverser une dynamique qui est déjà instaurée et qui roule bien. En fait, si tu veux, et c'est la même chose avec un employeur. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous renégociez votre rémunération, c'est un exercice qui est complètement différent que quand vous négociez votre rémunération d'entrée. Parce qu'en réalité, quand tu es dans un couple, c'est une relation personnelle, une relation humaine, et c'est idem pour un employeur. C'est juste que vous partagez pas la même chose. Quand tu es en couple, tu partages un projet de vie commun. Quand tu es salarié dans une entreprise, tu partages un projet d'entreprise qui est commun, tu vois, un projet économique qui est commun. Quand tu es en couple et que tu décides à un moment donné de revoir un peu le contrat de départ, ben il faut des discussions parce que c'était pas le deal de départ. Tu vois ce que je veux dire? Le deal de départ, on s'était mis d'accord dès le départ que ça allait être d'une certaine manière. Si tu reviens en disant bah moi j'ai évolué en tant que personne, je suis plus la même personne et je vais revoir certaines choses dans notre couple, ben c'est normal, ça crée des tensions parce qu'il faut renverser une dynamique qui est déjà très installée et la personne en face de toi est pas forcément d'accord. Donc soit elle évolue avec toi parce qu'elle comprend et elle t'entend vraiment et elle décide d'évoluer avec toi et d'aller vers toi et de donc faire un compromis supplémentaire, soit elle refuse et dans ce cas-là, c'est la fin du couple. Et on l'observe très souvent, mais c'est la même chose dans la renégociation de rémunération. Si tu arrives et tu vocalises ta juste valeur face à ton employeur en lui expliquant pourquoi tu mérites cette augmentation-là factuellement et rationnellement, si lui en face, il veut pas l'entendre parce que lui, il veut continuer à opérer de la même manière et pas revoir le contrat, le deal de départ qui était en place, en réalité, soit que tu restes et tu finis frustré avec une pathologie de souffrance au travail, soit tu quittes ce travail. Mais dans tous les cas, la relation, elle devient est obsolète. Et le seul moment où la relation se renforce et devient encore plus puissante qu'avant, c'est quand il accepte de te reconnaître à ta juste valeur, de reconnaître ton travail, de t'augmenter. Et là, tu reviens surmotivé et encore plus performante que tu l'étais. C'est pareil pour le couple. Si ton conjoint en face de toi t'entend vraiment et fait les démarches nécessaires pour se mettre à ton niveau, votre couple est décuplé de force en fait. Et vous devenez vraiment... c'est vous face au reste du monde, vous êtes incassable. Oui, j'aime bien l'analogie. C'est pas une analogie que j'avais faite forcément, mais effectivement, la comparaison plutôt. Il y a une vraie similitude et je suis d'accord avec toi. Donc, si dans le couple, il y en a un qui avance, l'autre veut pas faire l'effort de revoir les choses et de rediscuter de ça. Comme tu disais avec l'employeur, c'est le début de la frustration et des pathologies au travail. Malheureusement, pour beaucoup de couples, c'est peut-être aussi le début du couple. Mais alors, avant qu'on parle de négociation salariale, t'as toujours eu une facilité à parler d'argent, toi? Oui, plutôt. Ça dépend. Après, je sais avec qui en parler, tu vois, parce que malheureusement, le fait est que tu peux pas changer. Moi, toute seule, je peux pas changer la société. Donc, je sais que j'ai de la facilité à parler argent parce que j'ai cette volonté-là de briser un tabou et parce que j'ai pas envie aussi de m'inscrire dedans. Mais en même temps, tu sais très bien que tu dois adapter ton discours face aux gens. Donc, il y a certaines personnes avec qui tu ne peux pas en parler parce qu'en réalité, ça sert à rien de démontrer factuellement des choses à des gens qui ne veulent pas les entendre, quoi. Et chacun son chemin et j'ai pas envie de les juger, ni moi de culpabiliser parce que j'ai eu envie de les forcer. Et du coup, en fait,
quand je vois qu'il y a une énergie qui est alignée avec la mienne en face et que la personne a les écoutilles qui sont ouvertes et que je peux en parler, j'en parle. Mais si en face de moi, une personne est fermée, je respecte aussi son choix et du coup, j'attends qu'elle soit prête. Qu'est-ce qui t'a amené sur le chemin du militantisme concernant l'égalité salariale? Alors, je sais que c'est un militantisme féministe plus large, mais effectivement, toi, tu as choisi aussi ce cheval de bataille, comme on dit. Qu'est-ce qui t'y a amené? C'est quoi? Il y a eu un déclic? Il y a eu... Ben, en fait, je pense que c'est un peu, on est un peu toutes et tous dans ce même cas. C'est que tant que les choses ne t'arrivent pas, tu crois toujours que ça arrive chez les autres, en fait. Tu penses toujours que, tu vois, moi, par exemple, quand j'ai fait des très belles études, je suis allée à l'étranger, j'ai étudié entre la France, les États-Unis, Hong Kong. Je suis plutôt quelqu'un qui avait relativement confiance en moi, en tout cas confiance en mes capacités. Et quand je suis arrivée sur le marché du travail, je suis arrivée en conquérante, tu vois. Je me suis dit, j'ai des compétences, je vais les prouver, je vais montrer ce que je vaux. Et finalement, l'entreprise, c'est un peu le prolongement de l'école. Donc, les gens vont se rendre compte que je travaille bien et du coup, j'aurai des bonnes notes, je serai bien promue, j'aurai une bonne rémunération, etc. Et en fait, quand on parlait des inégalités salariales, pour moi, c'était voilà encore des femmes qui étaient pas contentes. C'était des combats d'une autre, mais vraiment, tu vois. Pour moi, c'était un peu genre des hystériques qui voulaient encore foutre le bordel dans la société. C'était vraiment comme ça que je les voyais. Hein. Et pour moi, je disais pas du tout que j'étais féministe. Je me voyais pas du tout comme féministe. Et pour moi, les inégalités salariales, c'était des combats d'un autre temps. Ça y est, on avait brûlé nos soutiens-gorge, on avait fait la révolution. Maintenant, en France, je veux dire, tu peux fumer dans la rue, tu peux sortir avec qui tu veux, tu peux ouvrir un compte bancaire, tu peux travailler, tu peux vivre seul sans que ça pose problème à personne, tu peux démultiplier les partenaires sexuels sans que ça pose de problème à personne. Donc pour moi, si tu veux, il y avait pas de, ce n'était pas fondé jusqu'au jour où ça m'est arrivé. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais beau être éduquée, j'avais beau avoir confiance en moi, j'avais beau être quelqu'un qui avait un caractère qui était plutôt dans l'assertivité, en réalité, les inégalités salariales, c'était une vérité. Et des fois, juste parce que tu es une femme et juste parce que tu n'as pas connaissance de beaucoup de choses, notamment des codes du monde de l'entreprise, en réalité, tu pouvais subir ces inégalités salariales-là. Et en fait, je me suis aperçue au détour de la machine à café. Franchement, cette situation est d'une banalité désolante, tellement ça arrive à tout le monde tout le temps, même à moi. La preuve, j'ai discuté avec un de mes collègues. Enfin, j'ai évolué dans une société d'investissement où j'étais vraiment super bonne. On me surnommait la killeuse tellement j'étais bonne et c'est pas du tout de l'arrogance. Et j'avais des très bons retours de ma hiérarchie, des très bons retours de mes clients en interne. Et voilà, on vocalisait le fait que j'étais un très bon élément et que je travaillais bien. Et j'étais contente de ça parce que j'avais cette reconnaissance-là qui était verbale. Et je pensais que cette reconnaissance-là, elle se matérialisait aussi sur ma fiche de paye. Et au détour d'une discussion à la machine à café, au moment des bonus, je discute avec mon collègue masculin qui, en théorie, est sur le même poste que moi, mais qui clairement fait pas les mêmes heures que moi, n'a pas les mêmes dossiers que moi parce que moi, j'ai des dossiers qui sont un peu plus compliqués, qui n'est pas autant sollicité que moi parce que moi, je travaille bien, je travaille vite. Donc, voilà, naturellement, voilà, on se dirige vers INSAF parce qu'on sait que ça va être fait rapidement et bien fait plutôt que vers ce collègue-là. Et je découvre qu'il est payé 5 000 € bruts par an de plus que moi et qu'il a un bonus supérieur au mien. Et là, si tu veux, je pète une pile. Mais clairement. Je pète une pile. Mais vraiment. Tu vois, en fait, j'ai ce mouvement, j'ai cette espèce de chaleur qui monte dans le corps, qui commence par mon ventre et qui monte au cerveau. Et je me dis, mais attends, il y a un problème là. C'est pas possible. On peut pas... Je pense qu'il y a un souci. Et du coup, je vais voir mon manager. Et je lui explique ce que je viens de découvrir. Et il me dit avec une sérénité assez désarmante que c'est normal, mon collègue masculin a certainement dû négocier son salaire à l'entrée, que moi je n'ai pas fait, et que du coup, ça s'est répercuté un peu dans l'avancement, dans les années dans l'entreprise, et que pour le bonus, tu comprends, lui il vient de devenir père et moi je n'ai pas de famille à nourrir. Et en fait, si tu veux,
je me rends compte à ce moment-là que, en réalité, j'ai abandonné mon pouvoir. Je découvre qu'on peut négocier son salaire, alors qu'avant, j'étais convaincue qu'en réalité, tu ne pouvais rien faire, que c'était les grilles de salaire qui déterminaient tout, que c'était ton employeur qui décidait en fonction de tes études, de ta formation, du prestige de l'école, du nombre de langues que tu maîtrises, etc., du salaire que tu dois avoir. Et là, je découvre un monde et je me dis, mais attends, on peut négocier son salaire en fait? Et je suis pas quelqu'un qui renonce, donc je discute quand même avec mon manager parce que je veux quand même obtenir ce rééquilibrage de salaire que je n'obtiens pas. Et du coup, je me dis, OK, INSAF, ça t'est arrivé une fois, ça ne se reproduira plus jamais de ta vie. Et du coup, je cherche un job par ailleurs. Et quand je cherche un job, je m'intéresse un peu à ces sujets de négociation de rémunération. Et je trouve un peu sur Internet qu'il y a à boire et à manger. Et il n'y a pas de méthode qui est factuelle, en fait. On te dit très souvent qu'il faut que tu aies confiance en toi, qu'il faut que tu oses, etc. Et moi, je me disais, mais en fait, moi, j'ai confiance en moi. Moi, j'ai osé. Mais ça n'a pas empêché mon employeur de refuser, en fait. Donc, comment dépasser cette barrière-là? Et en fait, comme de base, je suis avocate de formation, que mon job en tant que juriste financier, c'est de négocier des gros contrats à des gros montants, avec des gros montants tous les jours. En fait, je me suis dit, OK, tu vas dupliquer ces techniques de négociation contractuelle à la négociation de rémunération, tu vas les adapter. Et j'ai été mon premier cobaye. Et en fait, en 6 mois, j'ai pris 10 cas de bonus, enfin, j'ai pris 10 cas de gap de salaire en changeant d'entreprise. Et en 3 ans, j'ai doublé mon salaire. Et pas en étant, tu vois, mais pas en faisant des formules magiques de dingue, tu vois. C'est juste en sachant quelle était ma valeur sur le marché du travail et après à apprendre à la vocaliser pour l'obtenir. Et je me suis dit, mais INSAF, c'est impossible. En fait, là, tu as un truc entre les mains, tu as un savoir qu'il faut vraiment livrer au plus grand nombre. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Quand je t'entends, il y a un truc qui me frappe. Je me dis, est-ce que c'est la femme qui s'est sentie injustement traitée? Ou est-ce que c'est juste, tu t'es dit... Parce que moi, tu vois, ma lecture de cette situation, c'est juste, OK, femme ou homme, tu es juste une personne qui ne connaissait pas les règles du jeu. Tu ne connaissais pas la règle du jeu qu'on pouvait négocier et que c'est une des règles que, effectivement, alors il y a la négociation à l'entrée, mais après, on sait très bien que dans les évolutions internes, c'est aussi la règle de la négo qui prime dans la plupart des entreprises. C'est juste que tu connaissais pas la règle du jeu. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là chez toi? En fait, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis c'est une injustice faite aux femmes, à moi en tant que femme en tout cas, versus je peux m'en prendre qu'à moi-même, je connaissais pas les règles du jeu, mais maintenant que je les connais, je vais jouer avec. En fait, au départ, de manière très transparente, c'est un sujet pour INSAF, en vrai, tu vois. Et au départ, je m'identifie pas comme INSAF homme ou femme, tu vois, mais c'est vraiment moi, c'est personnel. Ça me prend aux tripes parce que c'est une véritable injustice. Mais plus je creuse le sujet et plus je me rends compte que bizarrement, cette injustice, je suis pas la seule à la vivre. Et c'est pas parce que je suis une femme ou que si j'avais été un homme, qu'on est plusieurs employés à la vivre, mais que cette injustice est d'autant plus intense quand tu es une femme. Si tu veux, c'est comme si tu avais une couche supplémentaire quand tu étais une femme. Pourquoi? Parce que c'est plus compliqué de te saisir du sujet de l'argent quand tu es une femme. C'est plus compliqué d'obtenir une augmente quand tu reviens de congé maternité alors qu'on va en accorder une à un homme parce qu'il vient de devenir père. Et en fait, si tu veux, plus je creuse le sujet, plus je me rends compte que de base, de toute façon, il y a des règles du jeu auxquelles je ne suis pas du tout au fait, mais qu'en plus de ces règles du jeu-là, il y a des biais de genre qui viennent biaiser un peu les règles du jeu, qui font qu'en réalité, si je suis pas extrêmement bien préparée à formuler ma requête pour que je puisse l'obtenir, si j'ai pas les bons éléments de langage, si j'ai pas la bonne posture, si dès le départ je fais pas un travail pour pouvoir m'assurer que la dynamique que je mets en place c'est une bonne dynamique et de toujours recadrer les choses à chaque mouvement de voilure, eh ben ça va se retourner contre moi justement parce que je suis une femme. Tu penses pas que... En fait, je vais t'avouer quelque chose. Moi, je suis plutôt cette femme que tu étais avant. J'ai du mal à teinter ma compréhension des choses et du monde avec le prisme du féminisme. J'ai du mal à voir cette situation comme une injustice faite aux femmes. Autant il y a d'autres choses, d'autres sujets sur lesquels je peux, mais effectivement, tu vois, parce que on va prendre les chiffres, on va prendre la statistique. J'ai trouvé quelques chiffres en préparant cet épisode. 34% des femmes, seulement 34% des femmes négocient leur salaire à l'embauche versus 41% des hommes.
moi, en vrai, ce que je me suis dit, c'est ah bah l'écart, il est pas énorme. Et aussi autre non, bah pardon, c'était le chiffre que je voulais dire là. Et je sais pas, en fait, j'ai l'impression que il y a plein de choses dans la société où on nous dit des choses. Tu vois ce que tu as dit tout à l'heure sur le fait effectivement que on est culturellement plus amené à rendre notre pouvoir, à déléguer notre pouvoir à quelqu'un. Ça, j'arrive bien à le percevoir. Tu vois, comment une petite fille est dans le rôle marital aussi, dans un couple hétérosexuel, comment on peut être amené à, tu vois, laisser les autres prendre la main. En revanche, j'ai plus de mal à le voir comme ça dans ta situation à toi. Donc, je comprends que ce soit un sujet INSAF d'abord, et ensuite que tu découvres l'ampleur d'un phénomène qui est accentué aussi pour les femmes. Mais voilà, c'est juste que moi, ma lecture à moi, ça reste toujours... je veux pas en faire une histoire de femme, mais j'ai un blocage là-dessus. Non, mais c'est aussi un blocage qui est certainement dû au fait que tu n'es pas resté longtemps dans le monde de l'entreprise, tu vois. C'est vrai que, en fait, je vais te donner un exemple je vais essayer de faire en sorte que cet exemple soit assez imagé pour qu'il soit le plus parlant possible au plus grand nombre. En fait, quand tu es une femme, déjà, comme tu le disais et comme je le disais tout à l'heure, quand tu grandis, et la manière dont on t'éduque, et la manière dont les choses sont faites, et la manière dont on fait toute ton éducation, on ne t'éduque pas pour faire preuve d'assertivité, de faire preuve de courage, de te saisir de ce sujet-là d'argent. Parce que de toute façon, au départ, tu dépends de ton père, qui te donne de l'argent. Et puis, au final, on attend à ce que tu dépendes un peu de ton mari. Donc, en réalité, quand on te met à l'école, on t'éduque, on te donne une certaine éducation pour que tu développes une certaine intelligence, pour qu'en réalité, tu sois toujours l'accessoire du principal. Tu sais, par exemple, avant, les femmes, je te parle de ça dans les années 50, quand elles allaient à l'école, ou même 70, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, et ça se fait encore maintenant. Mais en général, quand elles entraient dans des écoles prestigieuses, des écoles de commerce, des écoles de sciences politiques comme Sciences Po, par exemple, l'ENA, que sais-je, voilà, l'enseignement supérieur, c'était vraiment pour qu'elles aient de la conversation en société et qu'elles puissent être un atout pour la carrière de leur mari. Donc, dès le départ, si tu veux, au départ, l'objectif, c'est pas que tu deviennes un atout pour ta carrière à toi. Parce que dès le départ, tu es l'accessoire du principal, tu es l'atout, tu es celle qui va pouvoir faire décoller un peu la carrière de ton mari ou pas. Pourquoi ? Parce que ton rôle à toi dans la société, c'est principalement de t'occuper du foyer. Donc, on va essayer de te reléguer aux tâches du foyer. Et on s'aperçoit aussi que le monde du travail, quand il a été construit, en réalité, c'est un monde qui a été construit par des hommes, pour des hommes et à destination des hommes. Les femmes, elles n'ont pas été prises en compte dans l'équation, dans sa construction. Et du coup, la culture du monde de l'entreprise et les règles du jeu qui ont été développées, c'est des règles qui sont vraiment dans une énergie qui est masculine. On observe, par exemple, que pendant très longtemps, il y avait des rapports de force. Lors de la révolution industrielle, c'était vraiment les grands patrons qui avaient une certaine force économique parce qu'ils étaient capables de te permettre de manger ou pas. C'est-à-dire de donner un travail qui va te permettre, toi, après, de pouvoir mettre à manger sur la table de tes enfants. Donc, le monde du travail, il a été construit sur ce rapport un peu de domination, ce rapport de force. Chemin faisant, les femmes ont investi le monde du travail, mais elles ont investi le monde du travail au départ. Pourquoi ? Parce que dans les années 50, 60, quand elles entraient dans le monde du travail, c'est parce que soit c'était des veuves ou des mères célibataires, mais c'était des femmes qui n'avaient pas de soutien économique qui provenait d'un homme. Donc, si tu veux, à cette époque-là, c'était vraiment des femmes qui n'avaient pas cette chance-là d'être bien mariées ou qui avaient subi des accidents dans la vie et qui étaient obligées d'entrer dans le marché du travail pour subvenir à leurs besoins. Après, la société a évolué, etc. Aujourd'hui, les femmes investissent le monde du travail parce qu'elles veulent travailler, qu'elles veulent l'investir et qu'elles veulent avoir des carrières, etc. Mais tout est fait en sorte, en fait, pour te reléguer au foyer ou te reléguer au salaire d'appoint. Par exemple, quand mon boss, à l'époque, me dit « INSAF, tu as eu un bonus qui est moindre que celui de ton collègue masculin parce qu'il vient d'avoir un enfant et maintenant, il a une famille à nourrir. » En filigrane, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que lui, c'est la principale source de revenus dans son foyer et donc, c'est plus important que moi, qui à l'époque suis célibataire et n'ai pas d'enfant. C'est plus important que moi. Parce que moi, finalement, en réalité, soit je suis obligée de m'appuyer sur mon mari, soit de m'appuyer sur mon père.
Mais en tout cas, ma survie à moi, mon salaire à moi, ça reste toujours un salaire d'appoint. J'espère que je vous ai pas perdu. Non, mais en tout cas, c'est marrant parce que je dérive un peu. Je voulais pas en parler tout de suite, mais je vais en parler tout de suite. J'ai fait un travail pour préparer cet épisode sur les grilles de salaire transparentes. Moi, c'est un sujet qui me passionne et il y a de plus en plus surtout de startups qui mettent ça en place. Et en fait, j'étais étonnée de voir que pour certains, les algorithmes, ou en tout cas les critères d'élaboration de ces grilles de salaire qui ont vocation à être transparentes, à être visibles de tous les salariés, reposent en partie. Il y a un des critères qui est la structure du foyer. Et là, je me suis dit, et moi j'ai toujours trouvé ça injuste. Je me rappelle quand j'étais, il y a un des boulots que j'ai fait quand j'étais salariée, où je me rappelais que les gens qui avaient des enfants avaient le droit de choisir leur congé l'été, leur période avait été prioritaire pour choisir leur période de congé l'été, versus les gens qui n'avaient pas d'enfants. Je trouvais que c'était horrible. Je trouvais que c'était injuste, en fait. Et du coup, ça m'a étonnée. Je t'avoue que ça m'a étonnée de me dire que quelqu'un peut peut-être avoir un petit bonus sur son salaire, mais en même temps, sans avoir des grilles de salaire transparentes, il y a des gens, dans beaucoup d'entreprises, les conventions, alors je sais pas si c'est les conventions collectives ou si c'est l'entreprise qui met ça en place, tu as un bonus sur ton salaire en fonction du nombre d'enfants. 30 €, 40 €, 50 € par mois en plus par enfant supplémentaire. Je sais pas, je me suis toujours demandé si c'était le rôle de l'entreprise de faire ça, mais ça m'interpelle. En fait, si tu veux, moi, ça me choque pas tant que ça qu'on intègre la parentalité dans la revue de la rémunération de manière globale. Ce qui me choque, en fait, c'est que ta contribution générale soit rétribuée en fonction de ta parentalité. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que il n'y a pas un employeur qui va te dire, écoute, moi, je donne un salaire à Delphine qui est 2 fois supérieur au tien parce qu'elle est maman. C'est pas cohérent, tu vois, en termes d'intérêt économique, c'est pas de modèle économique, c'est pas comme ça que les choses se font en réalité. En réalité, ce qu'on fait, c'est que on va valoriser les personnes qui vont performer parce que on les considère comme des talents et parce qu'on veut les retenir et parce qu'on veut les fidéliser et parce qu'en réalité, on met en place des environnements de travail qui font en sorte que ils ont envie de rester parce qu'ils apportent une plus-value à notre entreprise. C'est comme ça qu'en réalité, la rémunération elle est envisagée d'un point de vue macro. Après, ça, c'est le principe, ça, c'est la théorie. Après, en pratique, on s'aperçoit que la réalité, la rémunération dans les entreprises, c'est vraiment un sujet qui, déjà, est tabou, et de deux, en fait, il y a les politiques salariales qui sont mises en place par les entreprises, c'est des politiques salariales qui sont complètement désuètes et qui sont fondées sur un rapport de force, sur le fait qu'il faut vraiment maintenir le secret, sur le fait qu'il faut niveler toujours les salaires vers le bas parce qu'on ne sait jamais. Et en fait, c'est vraiment dommage et c'est là-dessus où moi j'interviens avec ma juste valeur, c'est que je parle, évidemment, moi ma cible c'est les femmes et c'est à elles que je parle parce que c'est vraiment elles que j'ai envie d'empouvoirer, mais c'est valable aussi pour les hommes qui seraient pas reconnus à leur juste valeur sur leur poste. Mais c'est de dire, OK, il y a un travail à faire de notre côté où il faut être conscient de sa valeur, apprendre à aller la découvrir, l'assumer, puis après apprendre à la défendre pour l'obtenir. Mais aussi tout un travail, et ça c'est la deuxième jambe du problème, qui doit être fait au sein des entreprises. Il faut vraiment conduire le changement dans les mentalités, conduire les changements dans les structures où, en fait, aujourd'hui, le futur du monde du travail, on n'est plus à la période de la révolution industrielle où en gros tu uses de ton rapport de force pour que je puisse rester. Parce qu'en réalité aujourd'hui les gens, depuis la crise Covid, on le sait de plus en plus, ils peuvent travailler à distance. Enfin voilà, de manière générale, en réalité, tu peux trouver du travail assez facilement, tu peux choisir l'employeur avec qui tu travailles, et en fait, on est plus dans un rapport de manière générale. En réalité, tu vois, aujourd'hui, on a plus personne n'a envie de travailler avec une société qui favorise des environnements toxiques ou de petits chefs. Ça ne se fait pas. Tu restes un peu parce qu'il y a un moment donné, tu as un besoin alimentaire, mais tu ne perdures pas dans cette entreprise. Donc en fait, c'est aussi un signal d'alarme que j'envoie en disant attention, le monde du travail est en train de changer, le monde de l'entreprise est en train de changer. Si vous, entreprise, vous voulez continuer à être performante, vous avez grand intérêt à vraiment reconnaître la contribution de vos salariés et de vos salariés et ES à leur juste valeur, parce que sinon vous allez finir par péricliter. Et on le voit très bien, tu vois, il y a de plus en plus de personnes qui sortent du monde du travail dans un mouvement de dégoût, parce qu'elles ont été victimes de harcèlement, parce qu'elles ont été victimes d'un burn-out, parce qu'elles ont été victimes d'un bore-out, parce qu'elles ont juste été victimes à un moment donné, elles sont aperçues qu'on marchait sur la tête.
Et elles se sont dit non mais merci mais non merci. Vraiment il y a un mouvement de rejet et moi je préfère monter ma boîte et je préfère être un peu dans cet inconfort du freelancing ou de l'entrepreneuriat où voilà t'as pas une source de revenus qui est vraiment figée ou fixe, en tout cas pas au début. Mais je préfère avoir cette liberté-là où je fais vraiment des choses qui me plaisent à ma manière plutôt que de subir les sautes d'humeur ou les incongruités, tu vois, d'un chef ou d'une entreprise. Tu vois ce que je veux dire? En fait, ce que tu dis, c'est que il y a un mouvement de fond qui doit consister au changement des règles. Sur la structuration de la rémunération en entreprise, sur la valorisation des salariés, etc. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, ce qui se joue en entreprise, c'est le monde et les médias te font croire qu'il n'y a pas beaucoup d'emplois, donc ça te rend attaché au moindre emploi qu'on te propose, donc ça vient jouer dans la balance au moment de négocier parce que t'oses pas trop négocier parce que t'as peur de perdre ton emploi, etc. Et bon bref, il y a tous ces jeux-là, et puis sur le secret de qui gagne le plus, qui gagne le moins, c'est celui qui négocie le mieux en fait qui gagne, on est bien d'accord. Des fois c'est le salarié, des fois c'est toujours l'employeur en fait, parce que de toute façon il t'embauchera pas à un niveau où il perd de l'argent. Donc de toute façon, c'est normal en fait qu'il soit un peu gagnant dans cette histoire, parce que si tu crées pas plus de valeur que ce qu'il te paye, la société ne peut pas tourner. Donc c'est un petit peu normal. Mais donc il y a cette toile de fond où les choses doivent changer, mais en attendant, tu vois, ton boulot, si je comprends bien, c'est de te dire ok, mais en attendant, en fait, individuellement, vous pouvez pas changer les règles du jeu. Ça, on essaye de le faire avec les collectifs, on essaye de le faire avec le militantisme, on essaye de porter ce message-là, voilà. Mais en vrai, moi, je vais t'apprendre à jouer les règles du jeu qui sont celles du monde actuel, en fait. C'est ça que tu dis, parce que du coup, t'apprends aux gens à jouer ces règles du jeu dans un monde où celui qui est le meilleur négociateur tirera la couverture, enfin voilà, obtiendra le plus gros avantage pour lui, quoi. En fait, moi, ce que j'apprends aux femmes à jouer aux règles du jeu en fonction de leur genre. Parce en fait, les règles, elles changent en fonction que tu sois un homme ou une femme. Je vais te donner un exemple. Tu vois, quand tu es un homme et que, si j'avais été un homme, tu vois, si je m'appelais Insaf et que j'avais été un homme et que je découvre à ce moment-là que mon collègue masculin qui en fait moins que moi est payé plus que moi. Je serais partie voir mon supérieur hiérarchique, j'aurais tapé du poing sur la table, j'aurais dit écoute maintenant ça suffit, tu me payes à ma juste valeur sinon je pars. Là il m'aurait dit écoute Insaf, j'aurais été dans ses yeux, il serait dit putain quand même Insaf, vraiment elle a des tripes, Insaf c'est un mec qui sait ce qu'elle veut, qui sait ce qu'il veut, et puis Insaf tu vois finalement il a cette capacité là à être un leader de sa propre vie. Mais si je suis une fille et que je vais faire ça, on va me dire, mais elle est complètement hystérique. Elle se laisse dépasser par ses émotions. Elle est hystérique. Non, mais attends, t'imagines comment il prend les choses personnellement. Elle prend les choses à cœur. Finalement, je suis pas certaine de sa santé mentale. Attention, Insaf, c'est une complète hystérique. Tu vois la différence? Et en fait, si tu veux. Oui, je vois. Après, tu vois, on en revient à ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire, je pense que ça ne m'est jamais arrivé et que j'ai du mal à le voir avec ce filtre-là. Mais en fait, je te vois parce que voilà, les auditeurs savent pas, mais quand on enregistre, on se voit. Et je vois que en fait, c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnes, de femmes qui t'ont raconté ça aussi. Tu vois, je vois que c'est pas juste ton expérience à toi et que tu l'as pas lu dans un magazine féminin et que il y a un vécu, tu vois. Je le sens quand tu me parles. C'est juste que c'est pas le mien en fait. Mais voilà. Non, mais après, je respecte ça aussi, tu vois, on n'est pas, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas le même chemin sur ces sujets-là, et en même temps, tu peux pas demander à quelqu'un quel est le goût de la fraise s'il l'a jamais goûté, tu vois ce que je veux dire, et tant mieux pour toi d'ailleurs, si t'as jamais vécu ça, mais en réalité, ce que je suis en train de dire, c'est que, effectivement, je pense qu'il est important quand t'es un être humain, et en fait, ça va au-delà, en plus des inégalités de salaire, parce qu'en réalité, si tu observes un peu le mouvement de notre société, en fait, ce que tout le monde est en train de crier, là, en ce moment, c'est on veut être reconnu à notre juste valeur. Tu vois, on va faire une digression, mais les Gilets jaunes, quand ils ont fait toutes leurs manifestations, ils n'ont pas fait des manifestations parce qu'ils voulaient embêter les Parisiens. Ils n'ont pas fait des manifestations parce qu'ils détestent les riches. Ils ont fait des manifestations parce qu'ils ont commencé à dire non mais attendez, nous aussi on va être reconnus à notre juste valeur. On est des humains et on a une valeur et on veut que cette valeur elle soit reconnue et considérée. Et en fait, si tu veux,
que tu sois un homme ou une femme et que quand tu évolues dans une entreprise ou que tu sois freelance et que tes tarifs sont pas représentatifs de la juste valeur de tes prestations, ou que tu sois une femme dans un couple qui ne te reconnaît pas, ou que tu sois un homme dans une famille qui ne te reconnaît pas à la juste valeur de ton humanité. En fait, en réalité, tout ce qu'on veut, c'est être reconnu et considéré. Et en fait, moi, ce que je fais à travers mon combat pour les inégalités salariales et à travers mon métier, qui est d'apprendre aux femmes à négocier leur rémunération, c'est de leur dire, quand t'es une femme, tu peux pas parler de la même manière que quand t'es un homme. Parce que c'est la société qui est comme ça. Je suis d'accord avec vous, tu vois, j'ai mes collègues féministes et militantes qui me disent, mais Insaf, c'est pas à nous de changer, c'est à la société de changer. Je suis d'accord, mais en attendant que la société change, il faut bien qu'on s'adapte. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que je leur apprends à vocaliser les trucs en tant que femme. Et on sait très bien que quand tu es une femme, on sait très bien, on l'a vécu, on l'a pas vécu, et on va peut-être le vivre, et j'espère que personne vivra une inégalité, mais si ça arrive, on s'aperçoit que la manière dont tu vocalises les choses, la manière dont tu verbalises, la manière dont tu apportes les choses, la manière... Plus tu factualises et plus tu rationalises quand tu es une femme, et plus tu enlèves le côté, l'aspect émotionnel, et plus tu es entendu. Et c'est très important quand tu veux le faire, et quand tu es une femme et que tu veux thrive, comme on dit, mais si tu veux continuer à évoluer dans le monde de l'entreprise tel qu'il est. Et je trouve que c'est complexe comme sujet parce que je trouve qu'on est à la frontière entre un problème politique, un problème d'entreprise et un problème individuel. Avant même le problème individuel, il y a le problème de genre. Donc, on est à la frontière entre un problème politique, un problème d'entreprise, un problème de genre et un problème individuel, tu vois. Et moi, je suis dans ma vie 100% d'accord avec le prisme que tu as choisi, c'est-à-dire, ok, on va essayer de jouer sur le niveau supérieur, tu vois, on va essayer d'avoir une action là-dessus, et en même temps, on va essayer d'empouvoirer, comme tu dis, les femmes à un niveau individuel, parce que ces règles du jeu, elles vont pas disparaître du jour au lendemain, elles sont là, il faut les comprendre. Et c'est là où je fais la bascule avec femme ou homme, finalement, peu importe, il y a des règles du jeu du marché du travail, et on va essayer de conduire cet épisode aussi un peu pour les hommes, même si je comprends bien quand tu le dis que je suis d'accord qu'on rentre pas dans un entretien de négociation, que ce soit à l'embauche ou en poste. Je vois ce que tu veux dire. Ça, je le vois. Parce que effectivement, il y a encore pas longtemps, une personne qui m'a écrit et qui m'écrivait de manière un peu poussive. J'ai pas aimé, il m'envoyait juste des 3 points d'interrogation sans bonjour, des messages sans bonjour et tout. Et ça, depuis plusieurs mois, de temps en temps, il m'a envoyé un et je lui ai dit, bah écoutez, arrêtez de m'envoyer des messages parce que là, ça devient du harcèlement. Et le mec m'a traité d'hystérique. Le mec m'a dit, ah bah de toute façon, ça m'étonne pas de vous. Je savais bien que vous étiez hystérique, etc. Et en même temps, quand tu as utilisé le mot hystérique, ça c'est vraiment un mot. Ça c'est vraiment un mot qu'on attribue aux femmes et jamais un homme qui taperait du poing sur la table et qui dirait arrêtez de m'envoyer des messages, on le traiterait d'hystérique en fait. Et ça a déclenché quelque chose chez moi quand tu as utilisé ce mot parce que je sais qu'une femme qui essaye de défendre quelque chose bascule très rapidement dans l'hystérie. En fait, une femme qui fait état de ses émotions et de l'émotion qui s'appelle la colère, pour la société, elle bascule dans la folie immédiatement. Parce qu'on lui autorise pas d'être en colère. On autorise à un homme d'être en colère. Il a le droit, tu vois, par exemple, un homme qui va sortir parce que quelqu'un fait du bruit dans la rue et qui va un peu pousser une gueulante en mode ça suffit maintenant, on va dire ah dis donc il a du caractère, lui il sait se faire respecter. Si c'est une femme qui fait, on va dire elle est complètement folle, elle est complètement hystérique, etc. T'as raison, c'est dingue. Et en fait, le fait est, comme je le disais tout à l'heure, qu'on évolue dans une société qui est comme ça. On fait tout pour essayer de la changer, mais en attendant qu'on la change, on est bien obligé de s'armer, nous les femmes, pour pouvoir se faire entendre sans tout de suite passer pour des folles, des hystériques, sans tout de suite basculer dans tout le domaine de la folie, en fait. Et nous, on est des êtres humains aussi, et ça nous arrive de nous mettre en colère. Et la colère, c'est une émotion qui est pas mauvaise, elle fait avancer beaucoup de choses et ça peut être un moteur quelquefois. Mais du coup, c'est vrai que si tu as pas ces codes-là, si tu n'es pas au fait que si tu cries en entreprise, tu passes pour une hystérique, une grande folle et que ça te dessert, si à un moment donné, tu te laisses emporter par ta colère, ça va être un stigmate que tu vas porter à vie dans ta vie dans cette entreprise-là. Et du coup, voilà, il y a malheureusement, les choses sont telles qu'elles sont et il faut qu'on s'arme, nous aussi, pour pouvoir faire avancer notre cause individuelle et collective avec les armes qu'on a à notre disposition. Super.
Et avant qu'on continue d'embrayer sur la négociation salariale, un petit chiffre quand même, genre ça m'a vachement étonnée. Je disais tout à l'heure, donc 34% des femmes seulement négocient leur salaire à l'embauche. Et j'ai aussi trouvé cette statistique, 83% des salariés, hommes ou femmes, ayant négocié leur salaire en cours d'emploi, ont obtenu une augmentation, 83%, et dont 43% qui ont obtenu ce qu'ils ont demandé. Les autres ont dû obtenir un petit peu. C'est énorme. C'est-à-dire que globalement, cette statistique, qu'est-ce qu'elle te montre ? Dans un peu plus de 8 cas sur 10, il suffit de demander pour obtenir quelque chose. Ça, c'est assez dingue quand même. Ben moi, je le dis tout le temps, tu vois, c'est une de mes premières règles. Je le dis dans mes formations, dans mes Negotiation Monday, dans mon podcast, dans tout ce que tu veux. À chaque fois que je prends la parole, je le dis. Si tu ne demandes pas, tu n'obtiens pas. C'est la première règle du jeu. Et en fait, ça aussi, c'est une difficulté, tu vois, qu'on observe chez les femmes. C'est que, tu vois, les hommes, ils vont avoir plus de facilité à verbaliser une frustration et de vouloir agir dessus. Et pour plusieurs raisons, dont les biais de genre, les femmes vont plutôt les internaliser, surtout si c'est une frustration qui est liée à l'argent, et donc elles vont pas oser demander, parce qu'elles vont tellement avoir peur du rejet. Et puis ce rejet-là, en fait, qu'est-ce qu'il veut dire aussi ? Ça veut dire aussi qu'elles vont peut-être mettre à mal une relation de confiance qu'elles ont mis du mal à mettre, sur laquelle elles ont vraiment travaillé, qu'elles ont mis du mal à construire. Ça veut dire que, tu vois, elles vont rentrer dans un espèce de tsunami émotionnel qui fait que elles vont même pas, alors même pas que les jeux ne sont pas faits, elles vont pas vouloir jouer, tu vois.Elles vont s'arrêter vraiment à au premier palier. Et c'est toujours la même chose, tu vois. Il y a un proverbe italien qui dit même pas italien, mais parce que le loto l'a repris, mais 100% des gagnants ont participé. Ouais. Donc si tu veux déjà au départ, si tu veux avoir une augmentation, mais va la demander. Et déjà, si tu veux savoir, et moi c'est ce que je dis, la première chose à faire pour savoir si on est bien rémunéré. Moi, on pose souvent la question, ouais, je sais pas combien je peux demander. C'est ton job à toi de connaître ta valeur. C'est à toi d'aller découvrir sur le marché du travail c'est quoi la valeur de ton profil en fonction de toutes ces singularités. C'est le premier pas déjà, savoir quelle est ta valeur et quelle est la valeur de ton profil, et de 2, aller demander. Et après, et la troisième chose que je dis, c'est qu'en réalité, la négociation, elle commence à partir du moment où tu dis non. Parce qu'avant, tu as demandé, tu as obtenu. On n'est pas dans une négociation. Avant, c'est juste une discussion. Donc, n'aie pas peur du non, n'aie pas peur du fait qu'on va peut-être te dire non. Parce que si on te dit non, avec moi, tu vas avoir des stratégies option B, option C, option D, option E, option F, tu vois. Et on va les dérouler comme ça. Et si vraiment tu obtiens rien, c'est parce qu'en face de toi, tu as un employeur qui est convaincu qu'il n'a pas envie de reconnaître ton travail à sa juste valeur, ni ta contribution, et qu'il est peut-être temps aussi à un moment donné de partir et d'aller voir ailleurs. D'avoir ce courage-là aussi. Alors, comment déterminer sa juste valeur, justement ? J'ai sollicité hier les auditeurs sur Instagram pour me demander s'ils avaient des questions à ce sujet-là. Et beaucoup des questions que j'ai reçues, c'était comment les grilles de salaire sont pas transparentes ? Comment je peux faire ? Comment je peux savoir combien je dois demander ? En fait, c'est toujours quel chiffre, quoi. Comment je sais exprimer de différentes manières. Certains vont dire combien je vaux, mais certains vont dire c'est quoi les standards de mon emploi, c'est quoi les standards de mon secteur, c'est quoi les grilles. Je veux savoir comment je me situe par rapport à la grille et tout, pour savoir si ça doit être un peu plus haut. Et effectivement, je suis d'accord avec toi. Je pense que le premier problème, c'est qu'on se trompe et qu'on pense que c'est pas à nous d'aller chercher cette information. On pense que quelqu'un doit nous la donner. On pense qu'on doit la trouver comme par magie en disant combien est-ce que je devrais gagner sur Google, et que Siri pourrait nous répondre en disant INSAF Elassini, votre juste valeur est de euros. Ah bah c'est super, je vais aller voir mon employeur puisque c'est Siri qui l'a dit. Ça ne marche pas comme ça, évidemment. J'adore cette question. C'est une des questions vraiment assez récurrentes qu'on me pose, et ça montre l'ampleur du problème et à quel point, tu vois, on a été biberonné au fait que on a été biberonné et conditionné au fait qu'il fallait abandonner son pouvoir sur ce sujet-là. C'est pas à nous de décider quelle était notre valeur. Alors que c'est dingue. Tu vois, un boulanger, quand il fait sa baguette de pain, il la met en vente, c'est lui qui décide de prix qui va lui appliquer, tu vois. Et moi, je dis toujours une chose quand je parle de négociation, de rémunération. Je dis toujours que la négociation, elle est fondée sur 3 piliers. La négociation de rémunération. Vraiment. Parce que il y en a plein qui pensent que la négociation de rémunération, c'est la même chose que la négociation commerciale. Non.
c'est c'est comme si tu me disais, on parle de volleyball et de water polo, tu vois. C'est pas parce qu'on utilise un ballon que c'est la même chose. C'est vraiment différent. Dans la négociation de rémunération, il y a 3 piliers. Le premier, c'est qu'est-ce que je vaux? Quand je dis qu'est-ce que je vaux sur le marché du travail, qu'est-ce que je vaux? Ça veut dire quelle est la valeur de votre profil sur le marché du travail. Je reprends l'exemple de la baguette de pain. On sait tous qu'une baguette de pain a une valeur. À Paris, par exemple, la baguette de pain est dans une valeur entre 80 centimes d'euros si tu vas chez Franprix, par exemple, ou 1,30 € si tu vas chez le meilleur ouvrier de France qui a pignon sur rue et voilà, qui est reconnu pour une baguette d'exception. Donc en gros, la valeur d'une baguette de pain à Paris, elle est entre 80 centimes d'euros et 1,30 €. Donc le boulanger, quand il va faire sa baguette de pain, celui qui est en bas de chez moi, en fonction du quartier, en fonction de sa cible, en fonction de sa clientèle, en fonction de plein de choses, de la matière utilisée, etc., de sa notoriété, tout ce que tu veux, il va décider du prix qui est entre 0,80 centimes d'euros et 1,30 €. Et ben moi, ce que je dis à mes coachés et à mes apprenants, c'est que vous êtes une baguette de pain. Et vous êtes vous-même votre boulanger. Et en fait, j'aime bien donner cette image-là parce qu'il faut vraiment que les gens visualisent les choses. En fait, le marché du travail, c'est un monde qui est virtuel, où l'offre et la demande se rencontrent, mais qui est composé d'un maquis d'informations, et donc qui est assez illisible. Et les gens, en général, sont souvent perdus. Pourquoi? Parce qu'à l'école, on t'apprend pas à aller découvrir la juste valeur de ton profil sur le marché de l'emploi. On te dit que c'est la grille de salaire qui va la déterminer. Donc toi, tu y crois ça. En réalité, non. Là, c'est aussi une grande fausse croyance que j'ai envie d'envoyer balader et de balayer. Les grilles de salaire, c'est quoi? Les grilles de salaire sont mises en place par les entreprises et elles sont le reflet de leur politique salariale. Elles sont pas le reflet de la vérité. Donc, elles ont une lecture du marché du travail et du marché de l'emploi, mais cette lecture-là, c'est pas la vérité avec un grand V. Donc, c'est à vous de challenger tout ça. Donc vous êtes le boulanger, votre baguette de pain, c'est quoi? C'est vos compétences, votre expertise et votre expérience. Toute votre technicité, toutes vos compétences comportementales et ce qu'on appelle technique, donc vos hard skills et vos soft skills, votre personnalité, les études que vous avez faites, tout ce qui compose votre profil, vous allez pouvoir aller découvrir cette valeur-là de votre profil avec les données du marché du travail et les données du marché de l'emploi. Et pour ce faire, moi, j'ai développé une méthode en 3 étapes que j'ai appelée la méthode du faisceau d'indices. Et pourquoi je l'ai appelée la méthode du faisceau d'indices? Parce que c'est avec cette méthode-là que les juges font leurs décisions, tu vois. Et comme j'ai fait du droit, voilà, c'est le raisonnement juridique, c'est un peu... et ce que j'aime bien dans le raisonnement juridique, c'est qu'il est très scientifique et il est très factuel. Première étape, vous tapez l'intitulé de votre post sur Google. Là, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir taper tout ce qu'on veut sur Google. Vous tapez, par exemple, technicienne laborantine, 3 ans d'expérience, salaire. Et là, Google va vous donner un chiffre, plusieurs chiffres d'ailleurs, et ça va être la première fourchette, qui est une fourchette qui est assez large. Par exemple, une fourchette entre 10 et 30. Une fois que vous avez fait cette étape-là, vous allez passer à la deuxième étape que j'appelle l'affinage. Et l'affinage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez aller chercher l'info auprès des grands cabinets de recrutement. Vous avez plein de cabinets de recrutement qui font des analyses annuelles des rémunérations et qui éditent un peu le guide des rémunérations 2021, 2022, etc. par métier, par corps de métier, par secteur d'activité, etc. Donc il faut aller les éplucher, aller regarder un peu là-bas. C'est assez rapide. Si vous faites une recherche par mots-clés et vous trouvez un peu l'information que vous souhaitez assez rapidement. Mais aussi, vous interrogez votre réseau. Si je suis technicienne laborantine et que j'habite à Paris et que j'interviens sur une pathologie qui est très spécifique, j'aurai pas la même fourchette de salaire qu'une technicienne laborantine qui a 3 ans d'expérience et qui travaille à Bourges dans un laboratoire qui est assez généraliste. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il est hyper important, vraiment, d'affiner sa recherche en interrogeant les membres de votre réseau qui sont sur le même poste que vous, dans le même pays, ou je dirais dans la même ville que vous, et qui ont un peu les mêmes spécificités que vous, parce qu'ils vont vous aider à affiner cette fourchette-là que vous avez trouvée au départ. Donc, une fois que vous avez passé la deuxième étape, vous allez passer d'une fourchette de 10 à 30 à peut-être une fourchette de 15 à 23 ou de 15 à 25. Et la troisième étape, vraiment, à mon sens, qui est la meilleure pour vraiment avoir l'information et vraiment de réduire au maximum avec un écart de 5 000 €, par exemple, de passer d'une fourchette de 10 à 30 à 15 à 20, être sûr que c'est de la valeur de votre profil sur le marché de l'emploi, et ben pour moi, il faut passer des entretiens sur lesquels il y a 0 enjeu.
Et quand je dis passer des entretiens sur lesquels il y a 0 enjeu, ça veut pas dire qu'il faut que vous perdiez votre temps et faire perdre le temps des recruteurs ou des recruteuses qui nous écoutent. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment d'aller confirmer la deuxième fourchette que vous avez affinée avec quelqu'un qui est spécialiste du domaine. Et ça veut dire d'aller, par exemple, de répondre à une annonce en appelant un recruteur, en lui disant, bah voilà, j'ai vu que vous aviez publié cette annonce-là, le job est intéressant, j'ai besoin d'avoir une information qui relève du salaire pour pouvoir figer ma décision de postuler ou pas. Est-ce que vous pouvez me donner cette information-là? Alors évidemment, il y a des gens qui vont toujours vous dire non, mais la plupart, en vrai, ils vous disent oui. Et ils vous disent quel est le budget qui est envisagé pour ce poste-là. Il suffit de demander. Voilà, il suffit de demander. Et en réalité, quand tu vois ma méthode, tu t'aperçois que à la deuxième étape, tu dois demander, à la troisième étape, tu dois demander. Et qu'en réalité, tu dois toujours sortir de ta zone de confort à un moment donné et demander. Ouais. Sinon, tu restes en surface et tu restes sur une fourchette entre 10 et 30. Du coup, alors que toi, en réalité, ta valeur, par exemple, elle est entre 20 et 25. Du coup, si on te donne 10, tu vas te dire, OK, c'est bien. Et si on te donne 30, tu vas dire, ouais, OK, c'est bien. Tu sauras pas, t'es un peu dans un effet de balancier où tu sais pas trop ce que tu vaux. Donc ça, c'est la première chose et c'est le premier pilier. Qu'est-ce que je vaux? Et 2, c'est qu'est-ce que je veux? Ah oui, alors attends, parce que ça m'a intéressé aussi. Mais sur le qu'est-ce que je vaux, alors tu l'as dit en fait, les barrières, c'est que comme tu dis, il faut demander à la deuxième étape, il faut demander à la troisième étape. Et je trouve que cette démarche que tu viens de décrire, elle est intéressante pour savoir ce que tu vaux. Elle est aussi intéressante pour comprendre comment fonctionne le marché du travail. Parce que moi, je viens des métiers du marketing, de la communication. Quand je suis rentrée à l'école, on disait c'est des métiers qui sont bouchés pas ER, qui sont bouchés. Et ça recrute pas, c'est mal payé, nanani, nanana. La réalité, c'est que effectivement, responsable de communication, on peut être embauché dans une PME, on peut être embauché dans un petit cabinet d'avocats, on peut être embauché dans une multinationale et effectivement être embauché en sortie d'études, même bac plus 3, allez, on va dire bac plus 5, à 25, 30 000, 30, 32 000, allez. Ouais, on va dépasser les 30, on va dire 30, 32 000 euros annuels bruts. Tu te spécialises, tu fais de la communication, mais tu le fais dans une agence digitale qui travaille que avec des clients sur un marché porteur. Tu le fais dans une start-up. Donc avec des mécanismes de communication qui sont pas les mêmes, etc. Tu le fais, je sais pas, pour des acteurs de la blockchain. Enfin, en fait, sur des secteurs qui sont hyper attractifs ou dans des environnements qui sont hyper attractifs. Et moi, mon premier salaire, c'était 37 000 et 3 ou 4 ans après, j'étais à 60. Tu n'envisages pas 3 ans après, en étant rentré à 32 000 chez L'Oréal, 3 ans après d'être à 60. Et encore, L'Oréal, grande entreprise, impossible en fait. Donc, ce travail, il te sert aussi à comprendre, et l'exemple de la laborantine marchait aussi, ceci dit, c'est-à-dire qu'effectivement, entre l'analyse de laboratoires de quartier et peut-être aller dans une industrie sur un projet de recherche, etc., en fait, les salaires vont être multipliés par 2 ou vont être multipliés par 3. Donc, ta compétence de communicante, ta compétence marketing, ta compétence laborantine, elle n'a pas la même valeur. Pareil que si tu fais des retouches vêtements chez le cordonnier du coin, chez le retoucheur du coin, versus tu fais des retouches dentelles dans un art spécialisé et potentiellement tu peux attirer des grandes maisons de couture. C'est le même métier, mais c'est pas le même métier non plus, quoi. Et same but different. Same but different. Et en fait, c'est marrant, c'est aussi permet de comprendre la diversité du marché du travail et que si tu fais du marketing comme ça, tu seras capé à 35 000 et si tu fais du marketing comme ça, tu peux aller chercher 60 000. Et ça s'appelle tous les deux marketing, mais en vrai, c'est pas les mêmes métiers. Pourquoi? Si je le fais en start-up, c'est 60. Si je le fais en grande entreprise, c'est 35. Est-ce que c'est juste parce que la grande entreprise paye 35? Non, c'est pas parce que la grande entreprise paye mal. Et c'est là où tu apprends des choses. En fait, c'est juste parce que c'est pas exactement le même métier. On fait pas exactement le même métier. C'est pas le même marketing. Et il y a un environnement dans lequel les compétences sont plus rares. Et si tu veux 60, faut savoir, parce que du coup, tu vas pas construire ta trajectoire d'études, de formation de la même manière, et tu vas pas demander la même chose non plus.
Oui, et aussi, tu vois, ça lève aussi, tu vois, c'est hyper libérateur parce que finalement, bah, t'arrêtes de te comparer parce qu'en réalité, la frustration, elle commence quand toi et moi, on est responsable marketing et que moi, je suis à 35 et que j'apprends que toi, t'es à 60. Je me dis, mais attends, mais comment ça se fait? Comment est-ce que Delphine, elle est à 60 alors qu'on fait le même métier et moi, je suis à 35? Et du coup, en fait, tu nourris, déjà en t'ayant comparé, parce que tu crois que tu fais le même métier alors qu'on fait deux choses complètement différentes, tu nourris un peu cette frustration-là et du coup, tu la portes avec toi tous les jours. Alors que là, c'est très simple. Le fait de savoir quelle est la valeur de son profil en fonction du métier qu'on fait, de sa localisation géographique et que de beaucoup d'autres paramètres, ça te permet juste de dire, OK, en fait, pour ce que je fais, je suis très bien payée ou en tout cas, je suis payée à la juste valeur de mon profil. Maintenant, si j'ai envie de faire le même métier de Delphine, qui est un peu plus pointu et qui est un peu plus porteur en termes de rémunération, bah OK. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je vais me former à telle et telle technique, etc. Et puis je vais aller décrocher un job là-dessus, dans ce domaine-là. Et c'est c'est hyper libérateur parce que du coup, au lieu de créer une frustration, ça crée un projet de vie, de carrière en tout cas. Tu vois? Génial. Alors, étape numéro 2, c'était... Et ben l'étape numéro 2, c'est qu'est-ce que je veux. Et en fait, c'est une transition parfaite avec ce qu'on vient de dire parce que, tu vois, la difficulté, c'est que la plupart des gens, en tout cas la majorité, on envisage la rémunération de manière complètement décorrélée avec notre vie. Déjà, on ne sait pas ce que c'est la rémunération. On croit que tout le monde est dans cette fausse croyance, ou en tout cas la majorité pense que la rémunération, c'est le chiffre en bas à droite de ton bulletin de salaire et c'est le montant qui apparaît sur ton compte en banque à la fin du mois. C'est pas ça la rémunération. Ça, c'est ton salaire fixe. Donc déjà, il faut que les gens sachent aussi ça veut dire quoi la rémunération. La rémunération, c'est composé de 3 éléments. Ton salaire fixe, donc ce qui est inscrit sur ton bulletin de salaire et ce que tu reçois tous les mois sur ton compte bancaire. C'est ton salaire variable, c'est tout ce qui est prime, intéressement, participation, commission, voilà, c'est tout ce qui est variable et voilà, tout ce qui est en fonction de ta performance, de la performance individuelle ou collective. Intéressement, participation, c'est la performance collective. Ta prime de fin d'année ou ton bonus ou peu importe, c'est ta performance individuelle. Et puis, c'est aussi les avantages en nature. Et en fait, les gens oublient, c'est le grand oublié de la rémunération, les avantages en nature. Les avantages en nature, c'est quoi? C'est les chèques vacances, c'est les tickets restaurants, c'est la participation au pass Navigo, par exemple, en tout cas aux frais de transport, mais c'est aussi une voiture de fonction, c'est un logement de fonction, c'est la prise en charge d'une formation diplômante, c'est un berceau en crèche, c'est également un 4/5e qui est rémunéré au temps plein. Voilà, et ça se démultiplie comme ça, mais vraiment comme un effet de poupée russe. Et en fait, les gens ne se rendent pas compte qu'ils peuvent augmenter drastiquement leur niveau de rémunération juste en visant les avantages en nature. Donc ça, c'est autre chose et on en parlera après. Mais en tout cas, parlons-en maintenant. Justement, tu vois, c'est marrant parce que tu évoques les avantages en nature. Moi, c'est un sujet auquel je suis assez sensible. Pourtant, tu as dit des choses et ce qui m'est venu naturellement, ce qui s'est réveillé à l'intérieur de moi, c'est bah oui, mais ça se négocie pas à un titre individuel, ça. Tu vois? Genre, la croyance. Et en même temps que j'étais en train de me le dire, je me suis dit, attends, si elle en parle, c'est que il y a des leviers, en vrai. Alors, c'est sûr que s'il n'y a pas de ticket restaurant, il y a des choses qui doivent être collectives. Les tickets restaurants, s'il n'y en a pas dans ton entreprise, tu peux essayer de négocier pour toute la boîte, mais tu n'arriveras pas à le négocier pour toi-même parce que légalement, ça ne peut pas être un avantage individuel. Ça doit être un avantage collectif. Les chèques vacances et tout, c'est pareil. Mais effectivement, t'en as cité d'autres. Le 4/5e au temps plein, le berceau en crèche, voilà. Ça, pour le coup, c'est des avantages en nature qui j'imagine, je l'ai jamais fait, qui peuvent être négociés à titre individuel. Mais ma croyance spontanée, c'était bah non, je peux pas. C'est super que tu poses cette question parce que du coup, c'est une transition parfaite. Parce que tout à l'heure, je disais qu'est-ce que je veux. En fait, le qu'est-ce que je veux, il est complètement corrélé à la liste des avantages en nature. Quand tu envisages ta rémunération, comme je le disais tout à l'heure, tu as tendance à la décorréler de ta vie, de ta carrière, de tes objectifs. Et en fait, tu l'imagines un peu comme un salaire que tu veux obtenir ou que tu as ou que tu vas avoir ou que tu as eu. Et en fait, tu le mets jamais, t'en fais jamais un élément de ta stratégie de carrière ou de la stratégie de développement de ta structure quand tu es indépendante. Et comment tu peux aligner cette rémunération-là à tes envies, à toi, qu'est-ce que tu veux.
Et par exemple, et moi je dis toujours quand je dis qu'est-ce que tu veux, c'est ok, quels sont tes objectifs de vie, Delphine? Quels sont tes objectifs de carrière? Quelles sont tes envies? Qu'est-ce que tu veux faire? Quels sont en vrai, qu'est-ce que tu veux? Alors il y en a qui vont te dire, bah écoute, moi ce que je veux, c'est avoir un enfant. Aujourd'hui, moi ce que j'aimerais, c'est avoir, on va prendre mon cas à moi, l'année dernière, ce que je voulais, c'était avoir un enfant. Ok, donc si je veux un enfant, ben tu fais pas des enfants pour pas les voir. Donc je sais que voilà, si je fais un enfant, ça sera peut-être compliqué d'obtenir une augmentation de mon salaire fixe pour plusieurs raisons qu'on a citées auparavant et sur lesquelles on va pas revenir. Par contre, moi, je n'ai pas envie de perdre en niveau de rémunération et surtout, j'ai envie d'augmenter mon niveau de rémunération parce que finalement, mes charges, elles vont augmenter. Comment faire pour augmenter mon niveau de rémunération sans toucher à mon fameux sacro-saint salaire fixe et que ce soit $1 pour l'entreprise? Ben, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir mon entreprise et je vais lui prouver factuellement et de manière rationnelle que je mérite cette augmentation-là. On y viendra après. Et en fait, au lieu de lui demander d'augmenter mon salaire brut, de 100 € ou 200 € par an, ce que je vais lui dire, c'est, bah voilà, j'aimerais bien que tu prennes en charge un berceau en crèche. Ou j'aimerais bien que tu me passes au 4/5e, mais que ce 4/5e soit rémunéré au temps plein. Alors, ça, c'est vraiment un tip que je donne à toutes les mères ou toutes les personnes aussi qui ont un side project et qui veulent se libérer du temps pour travailler dessus. En général, quand tu demandes un 4/5e, c'est que tu veux te libérer une journée dans la semaine pour pouvoir travailler, pour pouvoir te consacrer à quelque chose d'autre. D'accord? Que ce soit un enfant ou un side project ou peu importe. Mais en fait, la difficulté, c'est que en te libérant un jour dans la semaine et en passant du travail de 5 jours à 4 jours, la difficulté, c'est que tu perds 20% de ton salaire. Ouais. Parce que ce qu'on dit, tu passes aux 80%. Mais en réalité, ton travail de la semaine, tu vas pas travailler 80%. Il réduit pas ton travail. C'est juste que toi, tu vas faire tout ton travail sur 4 jours plutôt de le faire sur 5 jours. Et si on interroge notamment les personnes qui ont des side projects ou les personnes qui sont mères ou parents, en fait, elles te disent, bah ouais, INSAF, en fait, moi, mon objectif depuis que je suis au 4/5e, c'est l'efficacité parce qu'il faut que je fasse le travail qu'avant je faisais sur 5 jours en 4 jours. Et en fait, c'est la grosse quenelle parce qu'au final, tu fais toujours t'as toujours la même charge de travail, des fois elle est même supérieure, mais par contre, t'es payé 20% en moins. Et moi, ce que je leur dis, c'est en fait, au lieu d'aller te battre sur une bataille qui est déjà perdue d'avance, puisqu'on sait tous que c'est très compliqué d'obtenir une augmentation de ton salaire brut et de ton salaire fixe, propose une solution qui augmente qui va avoir comme effet d'augmenter ton niveau de rémunération et qui est complètement $1 pour l'entreprise. Puisque de toute façon, le travail que tu fasses en 5 jours ou en 4 jours, tu vas le faire. Donc, tu vas continuer à te payer 100%. Mais toi, en travaillant 4 jours à la place de 5, bah, tu vas gagner 20% de salaire. Tu vois mon point? Ah bah, je vois très bien. Pareil, tu vois, pour le berceau en crèche. Le berceau en crèche, c'est à peu près 800 € par mois. Imagine que ton entreprise prenne en charge les frais de garde de ton enfant et donc que tu attribues un berceau en crèche. En vrai, c'est comme si tu avais 800 € par mois en plus sur ton salaire. Et je peux te dire qu'il faut sacrément avoir performé pour que ton entreprise t'accorde une augmentation annuelle de 800 € net par mois sur ton salaire. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, j'ai fait le calcul il y a pas longtemps, je te coupe, j'ai fait le calcul il y a pas longtemps avec quelqu'un dans mon entourage qui avait pris un gap de salaire en changeant d'emploi de 12 000 en fait par an, 12 000 bruts annuels, donc 1 000 par mois. 1 000 par mois, t'enlèves le net, t'enlèves les impôts, et on a calculé qu'il avait en fait en net en plus 400, un peu plus, 450 à peu près, on va dire, on va simplifier, en net en plus chaque mois. Donc on est passé de 12 000 à 1 000 par mois à en fait c'est 450 net dans ta poche. C'est pas tout à fait la même chose. Et je suis d'accord avec ça. C'est aussi l'avantage de négocier des avantages en nature. C'est qu'on sait très bien que fiscalement, c'est plus avantageux pour l'entreprise. Des fois aussi, c'est plus avantageux pour le salarié. Tout le monde y gagne que de se battre sur le terrain de la rémunération, enfin, du salaire, où on sait qu'on est souvent gagnant. Enfin, c'est souvent un deal perdant-perdant, en fait. Sauf s'il y a vraiment un enjeu de rattrapage qui est important. Mais c'est bien de se battre sur les deux terrains parce que se battre que sur le salaire, en fait, c'est du perdant-perdant parce que ça coûte cher à l'employeur et à soi, ça coûte cher, en fait. On a fait une énorme négo, on a pris 12 000, mais en fait, je sais que pour certaines personnes, 450 € en plus par mois, ça paraît être le bout du monde. Mais je vous assure que c'est pas life-changing, comme on dit.
C'est pour ça qu'il faut s'inscrire dans une stratégie qui est alignée avec tes objectifs de vie et tes objectifs de carrière. Parce que comme tu dis, si ton objectif, en réalité, tu vois, tu vas pas avoir le même objectif en fonction de ta tranche de vie et en fonction de ton chemin de vie. Par exemple, si tu viens de débuter ta carrière, ce qui est plus important pour toi, c'est d'avoir ces 450 € là de plus parce que ils représentent énormément pour toi, pour ta confiance en toi et pour ton développement vertueux. Et peut-être qu'en fait, si tu t'interroges, en fait, ce que tu veux, c'est pas de l'argent, tu veux du temps. Parce que tu veux du temps, mais en fait, tu veux pas perdre en rémunération. Et peut-être aussi, quand tu fais une introspection, tu te rends compte qu'en fait, c'est pas de l'argent que tu veux. C'est de changer de catégorie complètement, tu vois. Et de se dire, par exemple, je suis assistante commerciale et moi, j'en ai marre d'être assistante commerciale. Je sens que j'ai les compétences de devenir commerciale, etc. Donc, en fait, tu te trompes de combat quand tu vas te battre sur l'augmentation de ton salaire fixe. Plutôt que de demander une augmentation de salaire fixe, demande à ton employeur de te payer une formation qui va te permettre après d'accéder au poste de commercial et qui va te permettre de changer de niveau de rémunération et qui va te vertuer dans ton développement. C'est ça qu'en fait, j'apprends aux gens quand je leur dis qu'est-ce que tu veux. C'est vraiment d'aligner leur projet de négociation de rémunération avec leurs objectifs de vie et de carrière. Parce que la stratégie est pas la même en fonction de ta tranche de vie et la stratégie est pas du tout la même en fonction de tes envies. Et aussi, il y a autre chose en fait. Tu vois, et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment essayer de balayer dans notre discussion, c'est que j'aimerais vraiment, et c'est un message que j'envoie vraiment à tout le monde, arrêtez de vous comparer aux autres. Il y a des gens qui sont faits pour rester dans le salariat. Il y en a d'autres qui sont faits pour devenir entrepreneurs. Il y en a qui veulent il y en a qui veulent vraiment devenir entrepreneurs ou se lancer dans le freelancing parce que c'est cool en ce moment d'être à la tête d'une start-up, c'est cool d'être entrepreneur, etc. Et en réalité, c'est pas du tout fait pour eux. Ce qui est fait pour eux, c'est de rester dans le confort du salariat et tant mieux parce qu'il en faut. Et il y en a d'autres, en fait, qui sont frustrés dans le salariat et tout ce dont ils ont besoin pour s'épanouir, c'est de partir dans l'entrepreneuriat. Pareil, il y en a qui ont besoin d'être dans une entreprise qui est à dimension internationale, qui va leur permettre de parler avec un Chinois, un Grec et un Allemand dans la même journée et de pouvoir prétendre à des mobilités internes et de partir à l'étranger dans le cadre de leur poste. Et il y en a d'autres, en fait, ils veulent pas être un numéro dans une boîte et ils sont bien dans le confort d'une société un peu familiale, d'une petite PME. C'est pour ça qu'en fait, il faut arrêter de répondre aux injonctions de la société et d'arrêter d'essayer d'être cool pour devenir qui on est. Et c'est ça le plus important. Et c'est ça que j'essaie d'enseigner dans le deuxième pilier qui est « Qu'est-ce que tu veux ?» Alors, est-ce que le troisième pilier, c'est comment on fait? Mais oui, évidemment. Comment on fait? Alors, j'ai mon entretien... non, d'ailleurs, il y a un enjeu, je t'ai entendu dire sur le timing. C'est-à-dire avant même de se dire qu'est-ce que je vais dire à mon entretien qui est demain, c'est choisir le moment. C'est pas se le faire imposer déjà. Il y a un truc autour de ça, non? Ouais, carrément. Il y a même un épisode du podcast autour de ça. Il y a un Negotiation Monday. Oui, c'est très important. En fait, si tu veux, en fait, d'habitude, la majorité, comment ils fonctionnent avant de demander une augmentation? Voilà, ils ont une frustration qui est là. Ils sont comparés à quelqu'un d'autre. Ils sont pas certains un peu de leur valeur sur le marché, mais ils savent qu'ils veulent plus. Voilà, c'est un sentiment qui devient tellement important qu'ils ne peuvent plus l'ignorer. Et du coup, ils attendent, et puis ça remue en eux, jusqu'au moment où il explose. Tu vois, soit il explose et du coup ils vont un jour ouvrir la porte de leur manager en parlant de ce sujet-là et c'est pas du tout préparé, ils vont balbutier, ils vont peut-être s'énerver et du coup ils vont plus se desservir qu'autre chose. Soit ils vont attendre leur entretien de fin d'année pour pouvoir évoquer le sujet avec leur N+1, leur manager. Et en fait, moi ce que j'essaye de leur dire c'est le projet de négociation de rémunération, de la même manière qu'il s'inscrit dans une stratégie qui est alignée avec votre vie, vos objectifs de carrière et qui vous êtes et votre personnalité, etc., c'est quelque chose qui doit être préparé. On n'attend pas, c'est très important de le préparer et donc de choisir son moment et de pas attendre la fin de la guerre pour vocaliser quelque chose ou verbaliser une frustration. Et pour ça, il faut être très au fait de sa culture d'entreprise et du timing de l'entreprise, comment elle procède. Comment les augmentations sont attribuées, comment tout ça se fonctionne, comment cette cuisine interne est faite dans le monde de l'entreprise et c'est quoi les règles du jeu pour ce sujet en particulier.
au mois de septembre, déjà, on va dire fin juin, début septembre, dans cette période de fin d'année, de début d'été et de début d'année, de rentrée, etc., les entreprises commencent à discuter des budgets annuels. Et chaque département, en fonction de sa performance, en fonction de aussi le besoin que l'entreprise a pour survivre grâce à ce département, et de beaucoup d'éléments et de paramètres, à chaque département, on attribue une enveloppe. C'est ce qu'on appelle l'enveloppe des avancements professionnels. Et on lui dit, bah voilà, toi, pour ton département, Delphine, tu as la tête du département communication. Pour ton département, cette année, on t'a attribué 10 000 euros d'augmentation. Et après, c'est toi qui te débrouilles pour partager ça avec, pour faire la répartition au sein de ton équipe et des membres de ton équipe. Donc, en réalité, toi, une fois que tu as ces 10 000 euros, qu'est-ce que tu vas faire en tant que manager et de responsable du pôle communication? Ben, tu vas attendre de voir. Tu vois que Philippe, lui, ça fait 2 ans qu'il n'a pas été augmenté, qu'il commence un peu à montrer les dents. Donc, tu vas lui filer une augmente pour le calmer. Et puis, tu t'aperçois que INSAF, de l'autre côté, elle t'a jamais rien dit. Ça fait 5 ans qu'elle a l'air hyper contente de sa situation. Donc, tu dis, OK, avec INSAF, je vais pouvoir gagner un peu de temps. Donc, je vais rien lui donner cette année ou je vais lui donner juste un petit peu une petite prime, histoire de montrer que quand même, je suis un peu reconnaissante. Et puis, en fait, tu vas faire ta répartition en fonction de ton urgence managériale et pas forcément en fonction de la performance de tes employés et des membres de ton équipe. Ça, c'est la réalité du terrain. Et nous, employés, on pense qu'en fait, à la fin de l'année, si on a bien travaillé, comme à l'école, on va avoir des bons points. Pas du tout. Et c'est pour ça qu'il est très important de vocaliser et verbaliser les choses vraiment en amont. C'est-à-dire que si je n'attends pas mon entretien annuel de fin d'année, que je prépare mon projet d'augmentation de rémunération. Au mois de septembre, je vais voir Delphine. Moi, je suis INSAF, je suis membre de ton équipe, Delphine, et je vais toquer à ta porte et je te dis, bah voilà, Delphine, j'aimerais te parler d'un projet que j'ai. Il se trouve que j'ai fait mon ratio contribution-rétribution. Ma valeur sur le marché, elle est de 15. Aujourd'hui, je suis payée 8. Tu comprends qu'il est plutôt légitime pour moi de demander un réajustement de salaire. Alors, voilà, je pense que ce réajustement de salaire, il peut se faire avec 5 000 euros d'augmentation de mon salaire fixe et puis le financement d'une formation diplômante d'un MBA, par exemple. OK, INSAF, bah écoute, ça c'est quelque chose que je peux pas décider toute seule. Je vais voir en interne comment activer certains leviers pour que cette augmentation te soit attribuée. Et toi, Delphine, en tant que manager, tu as en tête que INSAF, elle t'a fait cette demande-là, qui est parfaitement légitime, et en plus, tu as envie de garder INSAF dans ton équipe parce qu'INSAF fait du bon travail. Donc, tu vas aller parler au RH, tu vas aller parler à ta hiérarchie, à toi. Voilà, tu vas activer les leviers en interne pour qu'au moment de l'attribution des enveloppes, le budget augmentation d'INSAF soit pris en compte. Et du coup, ça va être plus facile pour toi après de pouvoir me la donner. Tu vois ce que je veux dire? Et de pouvoir m'attribuer cette augmentation-là comme moi je l'ai demandé. Ou un petit peu moins, ou en tout cas, il y aura des allers-retours. Peut-être que tu reviendras en me disant, bon voilà, la difficulté, INSAF, c'est que en ce moment, les augmentations des salaires fixes, ils sont gelés. Donc, ce que je te propose, pourquoi pas te payer une formation chez HEC plutôt qu'une école qui a une moins bonne notoriété. Tu vois, il va y avoir des allers-retours pour pouvoir voir quel est le compromis qui peut convenir aux deux parties. Alors que si tu attends ton entretien annuel de fin d'année, ce qui va se passer, c'est que toi, Delphine, tu vas me dire, mince, ça, tu vois, tu m'en aurais parlé plus tôt. Moi, j'aurais pu le prendre en compte. Maintenant, je le garde en tête et on voit ça pour l'année prochaine. Et moi, INSAF, j'ai encore à attendre une année, avec une année supplémentaire de frustration, une année supplémentaire où je vais ruminer avant d'obtenir mon augmentation de rémunération. Et c'est pour ça que le timing est hyper important. Est-ce que quand tu fais une négociation d'augmentation, donc quand tu es en poste, il faut être prêt à mettre son job dans la balance. C'est-à-dire que t'y vas en mode si après toute la négo c'est non, je dois être prêt à partir. Tu vois, parce que t'es pas dans le même état d'esprit. Faut pas se le cacher, il y a des employeurs qui, dans leur justement évaluation de la situation, vont se dire est-ce que là il y a un risque? Tu l'as parfaitement décrit. Le manager, il part au plus urgent. C'est-à-dire, là, il y a un risque. Lui, il y a un risque qu'il parte. Faut que je le contente. Elle, il y a un risque sur celui-là, il y a un risque sur celui-là, etc. Et en fait, dans certains cas et dans certaines entreprises, le manager, il est en mode pompier. Oh oui, carrément. Vraiment, c'est le plus urgent. Et si t'es pas dans le plus urgent, si lui, il estime qu'il n'y a pas de chance que tu partes, même s'il te donne 0,
forcément, ça va jouer. Il le sent, tu le sais que t'as pas mis en gros ta démission dans la balance, lui il le sent, etc. Et effectivement, tu vas encore passer à la trappe. Et je dis ça d'autant plus que pour moi, c'est un fait, c'est même plus une croyance. Les meilleurs gaps de salaire sont faits quand tu pars. Les meilleurs gaps de salaire, tu les fais quand tu changes de boîte, en fait. Tu les fais pas dans la boîte dans laquelle tu es. Donc, est-ce qu'il faut être prêt à faire all-in? Est-ce qu'il faut être comme au poker, il faut être prêt à tout mettre sur la table quand on part faire une négo? En fait, tu as dit un truc qui est hyper intéressant et que je dis tout le temps, Delphine, c'est l'importance de négocier sa rémunération d'entrée. En fait, ce qu'il faut comprendre, en fait, il y a énormément de relations humaines qu'il faut comprendre dans la démarche de demander une augmentation. En fait, en gros, qu'est-ce qui se passe quand tu demandes une augmentation? Tu remets en question un statu quo. C'est-à-dire que dès le départ, on s'est accordé que toi, Delphine, tu allais embaucher une SAF à 10. Et moi, j'arrive 2 ou 3 ans après et je te dis, bah écoute, Delphine, en fait, moi, je veux pas 10, je veux 12, je veux 13, je veux 20. Donc en réalité, déjà, tu remets en cause ce statu quo. Donc déjà, en arrivant pour le remettre en cause et pour être entendu et intelligible, il faut que tu puisses le justifier factuellement et rationnellement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la richesse que je t'apporte, elle va au-delà de 10 et elle est en fait à 20? Déjà, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, en fait, plutôt que dire, il faut que vous soyez prêt à faire du all-in quand vous demandez une augmentation de rémunération, moi, je vais être un peu prudente avec cette affirmation parce qu'en fait, il faut pas dire, et je l'ai appris parce que je le fais beaucoup, la difficulté, c'est que si tu dis aux gens, écoute, s'ils te donnent pas, tu pars, en fait, ils vont croire que c'est une carte joker et ils vont l'utiliser à mauvais escient. En mode chantage. En mode chantage. Et en fait, c'est pas du tout il y a rien de pire. Voilà, il y a rien de pire que de faire du chantage avec une entreprise ou avec déjà un être humain. De la même manière que si moi demain je te fais du chantage, Delphine, en fait, tu mets en place un rapport de force. Alors peut-être que sur le rapport de force que tu vas mettre en place aujourd'hui, je serai un petit peu faible, donc je vais céder. Mais sache que je l'oublierai jamais et je te ferai payer à la moindre, au moindre mouvement de voilure. Et moi, ce que j'apprends aux gens, c'est vraiment pas de mettre en place un rapport de force. C'est vraiment un rapport de collaboration. Ceci étant, quand tu prends conscience de ta valeur, et vraiment là, ça se passe à un niveau qui est au-delà des faits, tu vois. C'est juste qu'à un moment donné, quand tu t'aperçois que tu es payé 10, que tu es hyper engagé dans l'entreprise, que tu comptes pas tes heures, que tu apportes une vraie richesse, que tu peux mesurer, et que malgré ça, tu es payé 10 et que ailleurs, et la réalité de ta valeur et de la valeur de ton profil, la valeur de tes compétences, de ton expertise, ton expérience, de toi en tant qu'humain, elle est à 20, mais en vrai, tu peux plus jamais accepter ça. C'est pas acceptable en fait. Tu peux l'accepter que parce que t'as les pieds et les mains liés et que t'as vraiment pas le choix et que c'est limite une question de survie. Mais la réalité, c'est que tu ne l'acceptes jamais. Donc naturellement, en fait, quand dans ta démarche, c'est du all-in. Parce que même si tu l'as pas conscientisé dès le départ en disant de toute façon, s'il m'augmente pas, je me casse ou je vais voir quelqu'un d'autre. Mais en fait, dans tout le processus, déjà, tu vas voir à quel type d'employeur tu as affaire. Si l'employeur, il est convaincu de ta valeur, si en fait, si t'apporte des solutions, s'il voit avec toi de quelle manière il peut faire en sorte de te contenter et en tout cas de reconnaître ton travail et de reconnaître ta contribution, s'il fait des efforts ou t'es juste face à quelqu'un qui te dit non, en filigrane, je t'exploite, oui, je suis au courant et non, je ne compte rien changer. En fait, toi, en tant qu'humain, tu ne peux pas accepter ça. Si tu acceptes ça, c'est vraiment parce que c'est une question de survie ou tu l'acceptes parce que tu sais que dans 6 mois, tu vas te prendre le temps qu'il faut pour partir, mais parce que tu vas partir. Et en général, c'est ce qui se passe. Tu vois? C'est que les gens, c'est ce qui s'est passé pour moi, par exemple, quand mon boss m'a dit, non, en gros, c'est comme ça et pas autrement. Et si t'es pas contente, sayonara. Oui, j'ai attendu 6 mois, j'ai pris le temps qu'il me fallait parce que je suis pas rentière et je pouvais pas claquer la porte du jour au lendemain. C'était important pour moi de prendre le temps de trouver un autre job et un job qui me convient pour me retourner. Ça m'a pris 6 mois, mais au bout de 6 mois, je suis partie. Et oui, j'ai fait un gap de salaire. Et effectivement, tu vois, il y a des employeurs aussi qui sont prêts à laisser les gens partir parce que voilà, ils ont une politique salariale et une politique RH qui est pas du tout adaptée. Et c'est tant pis pour eux. Mais le plus important, en fait, c'est juste de se dire, s'il vous plaît, ne restez pas dans une situation qui vous fait plus de mal que de bien. Parce que peut-être qu'à l'instant T,
c'est rassurant de rester dans sa zone de confort. Bah ouais, cette boîte, vous la connaissez, les collègues, vous les connaissez, vous connaissez les travers, etc. Et puis, il y a toujours cette espèce de dicton qui dit « on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on trouve ». Mais en réalité, qu'est-ce que tu as vraiment à perdre face à quelqu'un qui refuse de te reconnaître en tant qu'être humain et qui refuse de reconnaître ton travail? En réalité, pas grand-chose. Et t'as dit un truc intéressant dans la compréhension des règles du jeu. Il faut comprendre qu'il y a des entreprises qui font reposer leur politique salariale sur le fait d'avoir de payer pas cher, des gens avec peut-être moins d'expérience, et ils sont hyper contents quand des gens avec plus d'expérience acceptent de rester. Et il y a des gens qui veulent systématiquement les meilleurs et qui sont prêts à les payer cher. C'est des politiques d'entreprise qui sont différentes. C'est pas toujours facile de le savoir à l'avance. Mais effectivement, vous pouvez aussi éviter de perdre du temps. Il y a aussi d'autres personnes qui, vous savez, ou des secteurs entiers. Vous savez que dans certains secteurs, les avantages en nature, les avantages à côté, en congé, etc., sont tellement importants que de fait, c'est pas dans ces secteurs-là qu'il faut aller pour aller chercher les rémunérations les plus importantes, si c'est ces rémunérations-là qui vous intéressent. Donc, ça aussi, c'est comprendre vraiment de quoi on parle, quoi. Donc, toutes les entreprises ne décident pas de payer cher pour avoir les meilleurs. Toutes les entreprises ne décident pas ça. Et puis aussi, il y a des employeurs qui sont convaincus que vous irez pas jusqu'au bout. Ils se disent, il partira jamais. Bah évidemment. Ou elle partira jamais. Et qu'est-ce que ça fait du bien quand on arrive avec une contre-offre en disant, bon bah voilà, j'ai une proposition de... Au revoir, président. Ouais, ou tu vois, même au-delà du au revoir, tu sais... ce qui peut être aussi un peu jouissif des fois, mais c'est vraiment, pour moi, ça, c'est vraiment le joker ultime que je conseille quand vraiment on n'a pas envie de changer d'entreprise et rester dans celle-ci, c'est de passer un entretien sur un autre poste, arriver avec une offre et dire, bah voilà, l'entreprise B est prête à me payer 20, tu me gardes ou je m'en vais, quoi. Mais ça aussi, tu vois, faut être prêt à partir. Parce que si elle te dit, bah ok, tu t'es à 10 et je te donne 12 et tu restes, et si tu pars pas, bah je donne pas cher de ta peau non plus. Tu passes pour le guignol de service et surtout, en termes de dynamique relationnelle, c'est très, très mauvais pour toi. Bon, j'avoue que j'ai encore plein de questions, mais je vois l'heure qui tourne. Et donc, je vais essayer d'aller à l'essentiel. J'avais quelques questions sur des situations qu'on connaît tous en entretien. Typiquement, qu'est-ce qu'on fait devant la fameuse question « Quelles sont vos prétentions salariales ?» On ne répond pas. C'est vrai. Alors, j'ai fait tout un Negotiation Monday là-dessus. Vous pouvez aller regarder sur mon compte Instagram pour ceux que ça intéresse. Tous les lundis, je partage un tips de négociation. Et j'ai fait là-dessus un sujet sur les prétentions salariales. En fait, il faut faire très attention. Quand on vous dit quelles sont vos prétentions salariales, il faut répondre textuellement la phrase suivante. J'aurais plutôt tendance à vous demander quel est le budget pour le poste. Pourquoi? Et c'est pareil pour les indépendantes. Si on vous dit quels sont vos tarifs, vous rétorquez automatiquement « J'aurais plutôt tendance à vous demander quel est votre budget pour cette prestation. » Pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce qu'en fait, encore une fois, il peut être compliqué pour vous de découvrir la juste valeur de votre profil sur le marché de l'emploi. Ou quand vous êtes parti la chercher, peut-être vous avez fait des erreurs, peut-être que vous n'avez pas le bon chiffre, peut-être qu'à un moment donné, il y a un couac qui s'est passé, vous n'avez pas la bonne information. Ne dévoilez pas vos cartes avant d'avoir lu les cartes de votre interlocuteur ou de votre interlocutrice. Parce que lui ou elle, le recruteur ou la recruteuse va vous donner le budget. Et si vous avez déterminé, si vous êtes dans un métier niche, par exemple, et que vous avez vu que votre prestation ou que la valeur de votre profil est entre 10 et 20, c'est un peu le chiffre que vous avez découvert. Mais qu'en réalité, il est bien plus valorisé que ça et qu'il est entre 15 et 25. Et si le recruteur ou la recruteuse vous dit le budget de cette entreprise pour ce poste, il est à maximum 25, c'est dommage pour vous d'être passé en dessous d'une augmentation de plus 15K. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait, et c'est aussi une manière de vous protéger parce que de manière générale, quand on passe des entretiens, voilà, si on n'est pas formé à la négociation de rémunération, la difficulté, c'est qu'on tombe très rapidement dans ces travers et on stresse, on ne sait pas quoi dire et du coup, on donne son précédent salaire. Et donc, si dans un précédent poste, on était payé 35, mais on est entré sur ce poste il y a 5 ans, depuis, on a gagné en compétences, on a gagné en expérience. Et en fait, on vaut plus 35 sur le marché de l'emploi, mais on en vaut 60. Si vous dites 35 ou si vous dites « Allez, je vais faire la dingue et j'ai demandé 40 », vous perdez quand même 20K. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, il est préférable toujours de demander le budget et de retourner la question.
C'était une de mes questions quand on vous demande aussi quel est votre salaire actuel. J'imagine c'est pareil. Moi, cette question, je la trouve naze. Le recruteur, il va dire quel est votre salaire actuel. On répond ou on répond pas? Moi, je réponds jamais. Et je conseille jamais aux personnes de répondre. Et puis, mais maintenant, il faut aussi être réaliste et se dire que la théorie, c'est une chose, la pratique, c'en est une autre. Des fois, on est pied au mur. Et déjà, la première chose, c'est toujours la règle de base. Principe, on ne répond pas. Et comment on ne répond pas? La difficulté, c'est que tu vas me dire, ouais, mais Insaf, t'es bien gentil, je réponds pas. Mais face à un recruteur, je vais pas lui dire, bah non, je te dis pas. C'est compliqué, tu vois. Donc en fait, il y a des phrases pirouettes. Et moi, j'ai tendance à donner comme conseil quand on dit quel est votre salaire actuel, de faire cette réponse-là, si ça ne vous dérange pas, moi j'aurais plutôt tendance à vous demander quel est le budget pour ce poste, parce que c'est plus important que mon salaire à moi, qui n'est de toute manière plus d'actualité, puisque j'ai gagné en 3 ans, 5 ans, 6 ans, en fonction du temps que j'ai passé sur ce poste-là, en expérience et en compétences et en expertise. Donc je pense que c'est pas très ce chiffre-là et en tout cas ce paramètre-là et cet élément-là n'est pas un élément pertinent à ce stade. Voilà, tu vois, une belle pirouette. T'as fait une belle pirouette, tu t'es pas énervé avec le recruteur, t'es pas passé pour une hystérique ni pour une folle, et au contraire, tu es passé pour quelqu'un de serein, de sain, de droit dans ses bottes et qui a une bonne connaissance des éléments de marché et qui est hyper pro. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, quel est le Vas-y, pardon. Maintenant, si vous êtes face à un recruteur qui n'en démord pas et qui vous dit non mais écoutez, moi c'est une information qui est hyper importante pour mon client, machin, il faut absolument que vous me donnez cette information-là, et que vous n'avez pas d'autre choix que de lui donner cette information, parce que c'est aussi des cas de figure dans lesquels, en pratique, beaucoup de personnes se retrouvent, vous lui donnez la fourchette la plus haute que vous avez trouvée sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes à 35 et en faisant vos recherches et en appliquant la méthode du faisceau d'indices, vous avez découvert qu'à date, c'est-à-dire à l'instant T, la valeur de votre profil, elle est plutôt entre 55 et 60, vous lui dites que vous êtes à 60. Ok. Fake it until you make it, comme on dit. Fake it until you become it. Tu disais au début que effectivement tu essayais de former les femmes à défendre leurs intérêts comme des femmes, et c'est-à-dire de la manière qui est d'une manière gagnante entre guillemets, sur lequel on risque pas justement de les faire passer pour des hystériques. Est-ce qu'il y a un ou deux trucs rédhibitoires ou au contraire un ou deux trucs, ça c'est l'attitude gagnante? Ouais. La première chose, l'attitude gagnante, c'est, mesdames, s'il vous plaît, désémotionnalisez le sujet au maximum. Parce que ça vous retombera toujours dessus. Vous êtes des femmes, donc à chaque moment où vous allez laisser vos émotions prendre le pas, vous allez tout de suite être considérée comme une hystérique ou comme une folle. Donc il faut factualiser et rationaliser au maximum. Ne laissez pas place à l'interprétation. La difficulté, en fait, quand on est une femme, c'est que de manière générale, et quand on n'est pas préparé et qu'on n'est pas formé à la négociation de rémunération, on va peut-être dire oui, mais tu comprends, voilà, j'ai déménagé, mon conjoint ou ma conjointe a perdu son emploi, je dois envoyer mon petit dernier faire des études, faut que je paye les études de ma petite dernière, voilà. Donc en fait, on est dans le domaine de l'émotionnel. Si je te donne un exemple. Si tu es une femme et que tu vas voir ton boss et tu lui dis écoute Delphine, moi j'aimerais bien avoir une augmentation, tu comprends, j'ai beaucoup travaillé cette année et en plus faut que j'envoie ma petite dernière fête des études à l'étranger, voilà, j'ai besoin d'une augmentation de rémunération. Toi Delphine, en tant que boss, tout ce que je viens de te dire, c'est soumis à interprétation. Donc, tu vas me dire, écoute, Insaf, t'es gentil, mais on a tous beaucoup travaillé cette année, déjà, 1. Et de 2, je suis désolée que tu doives envoyer ta petite dernière faire des études à l'étranger, mais sinon, si tu as besoin d'un revenu d'appoint, tu peux toujours faire un prêt chez Sofinco. Tu vois ce que je veux dire? Et en vrai, qu'est-ce que tu peux répondre à ça à ton manager plutôt que t'énerver? Alors que si tu lui dis, écoute Delphine, voilà, j'ai calculé mon ratio contribution-rétribution. Cette année, il apparaît que ma contribution est supérieure à ma rémunération. Et puis, tu sais, aujourd'hui, je suis payée 35 alors qu'un profil comme le mien sur le marché de l'emploi est plutôt valorisé entre 45 et 50. Donc voilà, j'estime que je suis légitime à obtenir une augmentation de rémunération. Donc j'aimerais voir avec toi quels sont les leviers sur lesquels on peut travailler pour qu'on puisse se rapprocher un maximum de la valeur de mon profil sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que tu vas me dire, Delphine? Tu vas me dire oui.
D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, tu vas pas passer pour. En fait, si tu veux, tous les travers dans lesquels il est hyper facile d'un manager de te catégoriser et de vraiment invalider ton propos et de faire en sorte que lui, il a pas à gérer ce problème, parce qu'en vrai, un manager, quand tu vas le voir et que tu lui demandes une augmentation de rémunération, il a tous les voyants rouges qui s'allument dans sa tête. Tu deviens un problème que lui doit gérer. Et il veut pas gérer ça parce qu'il a déjà suffisamment de choses à faire. Alors que si tu arrives avec une solution clé en main, écoute, pour l'augmentation de rémunération, qu'est-ce que tu en penses? J'aimerais bien obtenir une augmentation de 10K. Non, INSAF, tu comprends, c'est difficile, 10K. On a... Aujourd'hui, c'est très clair, on a comme consigne de geler les augmentations de rémunération. Ok, je comprends ton point, je l'entends d'ailleurs, mais dans ce cas-là, moi, ce que je te propose, c'est de me payer telle formation. Ce que je te propose, c'est de m'accorder un 4/5e rémunéré au temps plein. Ce que je te propose, et voilà. Et je propose un avantage en nature. D'où l'importance d'y avoir réfléchi. Voilà. D'où l'importance d'y avoir vraiment réfléchi. De savoir ce que tu veux, d'être aligné avec ton objectif de vie et de carrière et de dire, ok, d'accord, dans ce cas-là, moi, je te propose une solution clé en main qui me permet d'augmenter mon niveau de rémunération en fonction de l'avantage en nature que j'ai choisi. En plus, je te préviens, c'est $1 pour l'entreprise. Qu'est-ce que t'en penses? Lui, il a plus qu'à faire le messager, en fait, plutôt qu'aller défendre ton bout de steak. Donc, c'est vraiment ça qu'il faut essayer. C'est vraiment un de mes conseils phares pour toutes les femmes qui veulent, et même pour les hommes en vrai, qui veulent obtenir une augmentation de rémunération ou qui veulent se lancer dans ce projet-là. Dernière question, INSAF, qui n'a rien à voir avec la choucroute. Que je pose à tous mes invités depuis quelques épisodes maintenant. Quelle est la dépense de moins de 100 € qui a le plus d'impact dans ta vie récemment? Mais ponctuelle ou mensuelle ou récurrente Comme tu veux. Je dirais, c'est une dépense de moins de 30 € d'ailleurs. C'est de l'huile que je m'achète, que j'ai découvert quand j'étais enceinte, de l'huile pour le corps qui est contre les vergetures et qui est un mélange de jojoba, d'amandes douces, etc. Et que j'utilise depuis ma grossesse et jusqu'à maintenant, alors que je suis plus enceinte depuis 10 mois maintenant. Et en fait, tous les soirs, c'est vraiment un moment que je m'octroie à moi-même de plaisir où je me masse en fait avec cette huile-là et je me badigeonne le corps avec. Et en fait, c'est mon moment à moi où je kiffe entre moi et moi-même, j'hydrate ma peau, j'ai terminé ma journée, je me prépare pour ma soirée ou pour mon coucher et vraiment ça coûte pas cher, ça fait beaucoup de bien à mon corps et à mon mental et j'aime bien ça. Super, tu nous cites une marque ou... S'ils veulent, c'est la marque Velleda et c'est vendu par pack de 2 et ça coûte 27,90 € dans toutes les pharmacies. Super. Et c'est canon pour le corps, vraiment, c'est vraiment un tips beauté que je vous partage pour ma future carrière d'influenceuse mode beauté. C'est une grande première dans ce podcast. On a maintenant des tips beauté de nos invités. Attention. Donc les auditeurs, s'il y en a qui sont intéressés, alors on a compris, il y avait les Negotiation Monday. T'as parlé de Money Education à un moment donné. Il y a le podcast Ma Juste Valeur. Le mieux, c'est quoi? On te retrouve, c'est sur Instagram? Ouais, le mieux, c'est de me suivre sur Instagram et LinkedIn. Sur Instagram, tous les lundis, je partage un tips de négociation que j'appelle les Negotiation Monday. Donc, suivez-moi sur Instagram et puis voilà, tous les lundis, vous aurez ce tips-là. Puis 2 fois par mois, il y a le podcast Ma Juste Valeur. 2 fois par mois, des épisodes du podcast sortent. Et puis aussi, si vraiment vous voulez vous former à la négociation de rémunération, j'ai des formations en ligne qui sont dédiées à ça, que vous soyez indépendante ou évidemment salariée. Et vous pouvez les retrouver sur mon site www.majustevaleur.com à partir du 1er décembre. Yes! Bon, merci INSAF. Merci Delphine. Très bonne journée, merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous tous qui êtes arrivés jusqu'au bout, mes warriors. Je voudrais partager quelque chose avec vous en lien avec cet épisode. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est une réflexion qu'on a eue avec INSAF pendant l'épisode, sur lequel on a aussi beaucoup discuté en dehors de l'épisode, qui me tient à cœur, que je saupoudre régulièrement dans plusieurs épisodes. J'en ai notamment parlé avec Axel de Darley et je me souviens d'autres conversations que j'ai eues aussi avec ce sujet dans le podcast sur ce dont je vais vous parler maintenant. Ouvrez grand vos oreilles. Notre carrière, c'est à nous de la faire. Notre trajectoire professionnelle, c'est à nous de la faire. Notre vie, c'est à nous de la faire. On a tendance à attendre beaucoup de la part de nos managers, de nos employeurs. Et d'une façon ou d'une autre, de trouver injuste
quand on n'évolue pas assez vite, quand on n'est pas assez reconnu financièrement ou non financièrement, quand notre employeur ne souhaite pas nous former ou pas suffisamment ou pas sur les choses sur lesquelles on aimerait être formé. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que on est là en train de parler de votre vie, on est en train de parler de votre avenir, on est en train de parler de votre carrière et que personne ne peut décider de sa trajectoire à votre place. C'est votre responsabilité d'identifier les voies qui sont les plus porteuses, les compétences qui sont les plus valorisées sur le marché du travail, les environnements de travail qui sont susceptibles d'être les plus épanouissants, les formations que vous avez envie de faire, les savoirs que vous voulez apprendre, c'est à vous de le décider. Et de faire ce qu'il faut pour l'obtenir, soit via votre employeur, soit en étant indépendant, soit en changeant d'employeur, mais c'est à vous de décider. Personne ne va vous le donner, ou personne ne va vous le donner tout au long de votre carrière. Formez-vous régulièrement. Formez-vous, informez-vous, renseignez-vous, cherchez, soyez actifs et devenez attractifs. Il n'y a que comme ça qu'on se crée une forme de sécurité de l'emploi. Quand on est attractif en toutes circonstances. Je perds mon job, c'est pas grave, je peux en retrouver un demain. Je suis pas content d'une prime, je suis pas content d'un employeur, on m'a mis un nouveau manager, ça se passe pas bien, c'est pas grave, je peux changer demain. Et je peux en plus aller chercher un gap de salaire. C'est ça la vraie sécurité de l'emploi. La sécurité, c'est la certitude qu'on pourra toujours rebondir, qu'on sera employable quoi qu'il arrive, qu'on trouvera toujours une porte de secours. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous en lien avec l'épisode du jour. Rendez-vous bientôt donc pour un nouvel épisode. Et sur Instagram aussi, si vous souhaitez prolonger la conversation. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye.